Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Aujourd'hui, je reçois JB Bourgeois, médecin urgentiste avec qui on va échanger sur pas mal de sujets, notamment la sédentarité, qui est un peu le mot actuel de la société, duquel énormément de problèmes de santé découlent. On va également parler de certains mythes qui peuvent être véhiculés à droite, à gauche, que tu as sûrement déjà entendu sur l'alimentation, sur la viande rouge, la créatine, les protéines, les œufs, le cholestérol. On va vraiment faire une repasse un peu sur tout ce qui est véhiculé par le corps médical, par monsieur et madame, j'ai déjà entendu ça là-bas, et on va s'appuyer sur des revues scientifiques pour justement t'expliquer la réalité. On va également parler de la passion de JB, qui est l'hypnose, et voir comment il l'applique dans son quotidien de soignant, comment il l'utilise. Il nous racontera aussi quelques anecdotes que tu vas vraiment apprécier sur l'utilisation de l'hypnose aux urgences, sur l'utilisation de l'hypnose pendant certains actes médicaux. Donc ça va vraiment être un échange passionnant. Je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin et je te laisse sans plus tarder avec notre discussion. Avant de démarrer l'épisode, j'ai juste deux petites choses à te dire. D'abord, si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui résume tout ce que j'aurais aimé comprendre quand j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon corps. Tu y trouveras toutes les bases concrètes pour mieux comprendre ton fonctionnement, pour mieux t'entraîner, pour mieux t'alimenter, pour mieux gérer ton sommeil, ton stress. C'est un vrai guide qui allie apprentissage, conseils et mise en pratique. Tu retrouveras notamment plusieurs programmes d'entraînement à faire chez toi, en salle ou en course à pied, des mises en pratique concrètes au niveau de la nutrition, des tips facilement applicables pour mieux gérer ton sommeil, ton stress, douleur et éviter les blessures, mais surtout un challenge 21 jours qui va t'aider à mettre en pratique tout ce que j'ai écrit dans ce livre et qui va te remettre en relation avec une communauté réservée aux lecteurs dans laquelle tu pourras aller chercher de la motivation, partager tes résultats et discuter avec d'autres personnes dans ta situation. Il est dispo sur Amazon en version papier ou numérique. Cherche simplement reprendre le contrôle de ton corps, où je te mets directement le lien dans la description. Et si tu veux soutenir le podcast, pense simplement à mettre 5 étoiles, à commenter, à partager. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire grandir, à te partager de plus en plus d'épisodes et à recevoir encore plus d'experts passionnants. Je te remercie d'avance pour ton soutien et maintenant place à l'épisode du jour. Bon JB, merci d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, c'est un grand plaisir que de te rencontrer, d'être présent aussi ici, parce que c'est Carrément. un ami très cher qui nous a mis en relation. Merci à Pierre, avec qui j'ai fait un podcast récemment qui était super intéressant, donc je vous invite aussi à aller l'écouter si c'est pas le cas. Et j'avoue qu'il m'a mis en relation avec pas mal de ses frères, comme il les appelle. Donc c'est hyper intéressant d'échanger avec vous. C'est vraiment des contenus profonds, plein de bon sens, justement, comme on expliquait juste avant. Et l'idée de l'épisode aujourd'hui, ça va être justement de s'appuyer sur ta casquette professionnelle qui est d'être médecin urgentiste, et ta façon d'aborder un peu tous les aspects de la santé, avec autant des aspects scientifiques, médicaux, mais avec un peu plus de recul aussi, un peu plus de nuances. Et pour ça, je te laisse un peu te présenter d'ailleurs pour qu'on puisse comprendre qui t'es et dans quel sens l'épisode va être tourné. Ben, avec grand plaisir. Donc moi, c'est Jean-Baptiste Bourgeois, ou JB généralement. Je suis un passionné du potentiel humain et des capacités qu'a notre corps à être surprenant, que ça soit d'un point de vue physique ou psychologique. Et ça m'a emmené à faire des études de médecine, de devenir médecin urgentiste, mais aussi médecin du sport. Parce que c'était deux domaines que je trouvais assez antagonistes mais qui me passionnaient. La médecine d'urgence sur cet aspect intensif, où le principal du métier, on va dire la vraie urgence comme on l'imagine, qui est de maintenir les gens en vie ou de les ramener à la vie. La médecine du sport, ayant fait du sport depuis tout petit, sur du moyen haut niveau, forcément j'avais une appétence particulière. Et ça m'a ouvert l'esprit déjà à ce que j'aime appeler maintenant aujourd'hui la médecine du bon sens, c'est-à-dire se rendre compte que manger, bouger et courir, c'est essentiel pour nous. On est des êtres qui doivent être actifs. Et en parallèle, j'ai aussi développé des compétences et je me suis intéressé à l'hypnose, que ça soit thérapeutique ou même de spectacle, parce qu'en bon médecin, initialement, je n'y croyais pas. Pour moi, c'était des acteurs, et maintenant, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement au SAMU. Et aussi, à côté de ça, je fais un petit peu d'entrepreneuriat, justement, avec ses Nakama, avec ses frères. On échange beaucoup sur tous ces sujets, et notamment associé avec David Nicolas, que je sais que tu vas recevoir prochainement aussi, chez Feroz Food. Carrément. Ok, super, très intéressant. Du coup,
quotidien de médecin urgentiste, c'est pas mal, j'imagine, pour avoir une vision un peu des maux de la société, euh, en première ligne justement pour recevoir bah, dès quelque chose qui va pas. Quand ça sort de la médecine de ville, ça vient un peu vous voir. C'est quoi ton constat justement sur un échantillon classique de la population en France au niveau santé? Comment tu vois les choses? Tu vois, je pense qu'il faut partir d'un constat qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé mes études, du coup, il y a un peu plus de 15 ans, on disait qu'on avait le meilleur système de santé au monde. Ce qui était plutôt vrai dans les faits, je pense, mais on a un système de santé qui est vieillissant avec du manque de personnel, du manque de budget, une gestion qui est délicate, compliquée, on va dire, ce qui donne une population où on a complètement délégué sa santé. On a délégué sa santé auparavant avec une médecine un peu paternaliste, on l'avait délégué au médecin, qui était le sachant, qui était la personne qu'on allait voir quand ça n'allait pas, et on faisait tout ce qu'il nous disait. Maintenant, on est plutôt sur une médecine où en fait les gens ont plus du tout de conscience de leur santé, de l'importance de leur santé. Une médecine qui est très fondée sur la solution tout de suite maintenant et le médicament magique. Le médicament qui va venir mettre un pansement sur une plaie sans pour autant traiter la plaie. Et je trouve qu'il y a un peu cette lutte entre également un patient qui va arriver maintenant et qui va non plus dire j'ai mal au pied, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire, mais plutôt de j'ai mal au pied, je veux une radio, je veux une échographie et je veux que vous me fassiez une infiltration. Donc il y a un peu ces deux mondes qui sont un peu contradictoires et aussi d'un point de vue médical, et moi c'est aussi comme ça que j'ai un petit peu pris un virage, on va dire, et dans ma formation et ma pratique, c'est certains confrères ou médecins ou professionnels de santé qui sont un petit peu bornés à il y a le médicament et tout le reste, c'est ce qu'ils appellent un peu la médecine douce, tu vois. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il faut pas aller voir d'ostéo, il faut pas aller voir de kiné, il faut pas supplémenter, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et avec un esprit un peu fermé. Les nouvelles générations ont tendance à plus s'ouvrir, heureusement. Mais je pense que du coup, voilà, si je devais te répondre sur ce qu'on peut voir, c'est un peu cette médecine à deux vitesses, avec des patients qui sont moins formés, qui dès que l'enfant a 38,2 alors qu'ils courent partout, vont aller aux urgences au cas où ça soit grave parce que la voisine, il avait eu 38,2 et c'était l'appendicite, alors que l'enfant va très bien, se plaint de rien. Et d'un autre côté, des médecins des fois un petit peu trop fermés. Et voilà, ça crée un petit bazar auquel tu rajoutes le manque d'accès aux soins parce qu'il y a aussi un peu de ça, on manque de médecine de ville, donc on n'a plus cette démarche de prévention et d'éducation possible. Donc voilà un petit peu le fourre-tout que j'aurais envie de dire si je devais résumer la médecine actuelle. Ok, ok, je vois bien ce que tu résumes. C'est vrai que il y a ce clivage entre les différentes générations de médecins qui se sent moins justement avec les médecins de ta génération qui sont, et encore ça dépend, mais qui sont ouverts en tout cas à remettre en question ce qu'ils apprennent, à se continuer à se former, à lire des études, à mettre à jour en tout cas leurs connaissances, et ceux qui restent appuyés sur ce qu'ils ont appris il y a 10 ans, qui a été enseigné par un professeur qui avait appris les mêmes choses il y a 40 ans. Et on se retrouve avec des médecins de ville qui peuvent dire toujours des absurdités, enfin en tout cas qui à l'heure actuelle sont vraiment remises en question. Et c'est bien d'avoir justement cette nouvelle vague qui vient redynamiser un peu ça. Et en étant médecin, et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'inviter ici, bah, ça a d'autant plus de poids le fait que toi, tu acceptes de, tu vas remettre un peu en cause tout ça et de véhiculer un peu ces informations. Et au niveau... Pardon? Non, j'allais dire, c'est exactement ça. Si on veut s'amuser à mettre les pieds dans le plat dès le début du podcast, on pourrait parler de la consommation des œufs, du cholestérol, de tous Ouais. ces sujets, ou encore, il y a quelques heures, et ça c'est véridique, j'avais l'échange avec un collègue qui me disait, ah, mais moi, manger plus de 3 œufs par semaine, je sais que c'est dangereux, ça fait monter le cholestérol. Ouais. Et comme je lui disais, je lui dis, mais attends, 80% du cholestérol, il est produit par ton corps, il est endogène. Je veux bien que tu fasses attention si tu as une maladie familiale de cholestérol. Mais en fait, derrière ton alimentation, c'est pas les œufs qui vont faire monter ça. Et en plus, c'est le fameux bon cholestérol. Donc, il faut se rassurer avec tout ça, qu'en fait, les aliments sains, c'est pas pour rien qu'on les appelle des aliments sains, quoi. Donc, c'est tous ces mythes un petit peu de la santé qu'on peut avoir. Mais on va revenir sur tous ces mythes, mais parce que c'est un gros morceau de la médecine. Mais c'est vrai que tu vois, même moi, j'ai des exemples sur mes clients ou sur des personnes de mon entourage à qui les médecins ont dit attention, euh, pourquoi tu prends de la créatine pour faire ça, prends des stéroïdes, c'est aussi dangereux. Alors que maintenant, on sait que c'est un complément, même pour quelqu'un qui fait pas forcément de sport, qui a un potentiel intérêt au niveau neurologique, etc. Et tu vois, on se retrouve avec des choses qui sont toujours véhiculées. Mais bon, ça, on en reviendra sur la partie, Ouais, sur la à la partie créatine, on va en mythe. reparler, ouais, avec grand plaisir. J'ai mis mon père de 80 ans sous créatine. C'est vrai?
Ouais, tu vois, il y a de quoi, il y a de quoi dire du coup. D'abord, au niveau de la population, du coup, on a parlé un peu du système de santé. Et au niveau de la population, tu dirais qu'on est plutôt en meilleure santé grâce justement à l'accès à cette information, à cette nouvelle vague un peu de médecine, comme tu l'appelles, de médecine de pensance, ou même s'il y a ça, ça généralise pas encore sur tout le monde et on a une santé qui tend à se dégrader. Et ben, je dirais que sur les pathologies graves, la médecine d'aujourd'hui a fait d'énormes progrès. Quand tu fais un infarctus, donc quand tu as une attaque au cœur, comme on disait un peu communément, maintenant, sous 2 ou 3 jours, des fois, tu rentres chez toi. Ok. C'est-à-dire que tu as menacé de faire un arrêt cardiaque, donc le cœur qui s'arrête parce qu'il est plus vascularisé correctement. Mais maintenant, ouais, c'est presque banal. Alors qu'il y a encore ça, de 10 à 15 ans, c'était une grosse part de décès, une grosse part de séquelles derrière, alors que maintenant, c'est un petit geste, on te met ton fameux stent, ton petit ressort, et tu rentres chez toi au bout de quelques jours avec des traitements, et tu reprends quasiment une vie presque normale, voire normale pour certains. Donc sur tout ce qui va être grave ou intensif, ou même le traitement de certains cancers, on est devenu franchement meilleur. Et je pense qu'on est très compétent. Et moi, je vois sur ma spécialité de la médecine d'urgence, maintenant, on fait des choses qui sont absolument folles, jusqu'à des fois faire des espèces d'équivalents de chirurgie quand on pose les circulations extracorporelles sur les trottoirs au milieu de la rue, qui se font à Lyon ou à Paris, ou des recours à des possibilités de soins qui sont extraordinaires. Mais par contre, pour tout un versant de la santé, qui est la versant de la prévention, qui est complètement oublié et pas enseigné à la faculté, le versant nutrition, et je crois qu'on doit avoir, allez, 5 pages de nutrition. En gros, qu'est-ce qu'un glucide, qu'est-ce qu'une protéine, et ça s'arrête là, quoi. Donc il y a aussi un peu ce problème, et du coup ça donne aussi une population qui est pas forcément intéressée à tout ça, qui va des fois aussi, il y a le problème un peu du marketing, où ils vont avoir tendance à croire un peu tout ce qu'on peut dire, que ça soit à la télé ou sur les étiquettes, le fameux, je l'ai encore entendu récemment, non mais je mange des bonbons, ils sont bio, donc ils sont forcément bons, c'est bon pour ma santé. En fait non, Ok. ton sucre transformé, qu'il soit bio ou pas, ça sera nocif pour ta santé, ça reste un produit ultra transformé. Et donc, du coup, j'aurais envie de dire que la population générale me semble pas forcément en meilleure santé, voire même plutôt en moins bonne santé, de par aussi les problèmes liés à la sédentarité. Donc, le fait d'être beaucoup plus assis sur nos journées, à être beaucoup moins actif. Dire l'opposé de la sédentarité, c'est l'activité physique. Il faut pas oublier qu'il y a encore quelques années, allez, centaines d'années, on va dire, l'activité physique, c'était quelque chose qui était vital. C'était pas quelque chose d'optionnel. On se devait d'être actif pour survivre, pour aller chasser, pour aller cueillir, pour travailler dans le champ. Maintenant, c'est plutôt, on en est à regarder nos montres et de se dire: «Ah, je suis content aujourd'hui, j'ai fait mes 10 000 pas». Donc, je dirais plutôt qu'on est sur le très grave, on a une meilleure espérance de vie et une vie, qui est beaucoup plus confortable. Mais sur la pathologie de la vie de tous les jours et la prévention, je pense qu'on est en moins bonne santé. Ok, ok, hyper intéressant de mêler ça justement au niveau d'activité. J'entendais tout à l'heure, je ne citerai pas l'organisme statistique, je ne sais plus si c'est l'INSEE ou un autre, une personne qui travaille, c'est 12 heures assis par jour. Euh, et une personne qui travaille pas, ça reste 9 heures. Donc il y a que 3 heures de différence. Ce qui montre bien que même quand t'as pas le travail, parce qu'on dit souvent, ouais, mais j'ai pas le choix, c'est mon travail qui me pousse à être assis. Même quand tu travailles pas et que tu as tes journées en soi de libre, bah tu passes ton temps assis, quoi. Et c'est encore plus dramatique parce qu'il y a même pas ces 6 heures, allez, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi où t'es à ton bureau et, du coup, ça veut dire que tes hobbies se passent de plus en plus assis devant la télé, dans le fauteuil. Je pense que tu me contredis si je me trompe, mais le mot du siècle, c'est la sédentarité et c'est dramatique pour moi. Mais j'irais même au-delà de dire que maintenant, on se rend compte que la sédentarité et l'inactivité, qui sont 2 choses un petit peu différentes, on va y revenir, et tuent plus que le tabac. Ok. D'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire, on estime quasiment que 95 des gens sont exposés justement à un temps passé assis trop important. Et il y a 2 tiers des personnes en France qui cumuleraient sédentarité et inactivité. Sédentarité, c'est généralement quand on passe plus de 8 heures de la journée assis ou allongé. Et l'inactivité, c'est quand on fait moins de 30 minutes d'activité physique, donc de mouvement du corps entraînant une consommation d'énergie et une contraction des muscles. Donc ça peut être simplement marcher, ça peut être faire le ménage, faut pas imaginer ça comme faire du sport où c'est plutôt une activité avec des règles, un encadrement. Ben, en fait, on estime que 2 tiers de la population est exposée justement à tout ça. Et derrière, ça donne des choses dramatiques sur le plan cardiovasculaire, sur le plan des cancers, sur le plan de la santé mentale, sur le plan de l'obésité. Enfin, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines, et on se dit, mais attends, il y a quasiment 5 millions de personnes qui, de par leur mode de vie, ont une santé dégradée. Oui, c'est énorme.
C'est ce distinguo entre justement sédentarité et inactivité, c'est intéressant parce qu'on se retrouve du coup, et j'essaie de faire des contenus là-dessus parce que c'est très courant d'avoir des sportifs sédentaires. Bien Euh, sûr. Surtout quand c'est des personnes qui font que par exemple de la musculation, que entre guillemets, parce que c'est déjà bien de faire quelque chose, mais passer 1 heure, 3, 4, 5 fois par semaine à la salle et ensuite être chez toi assis toute la journée, toute la soirée, regarder Netflix ou travail, ça te sort pas de la sédentarité et ça te protège pas tant que ça des risques que t'encours. Et avec un énorme paradoxe que moi j'aime beaucoup pointer du doigt, c'est que les gens vont à la salle de sport en voiture pour s'enfermer entre quatre murs avec une lumière artificielle et de la musique, pour pas être en l'extérieur alors qu'il fait, je sais pas quel temps tu as à Lille aujourd'hui, mais nous il fait quand même plutôt bon et beau où tu as juste envie d'être dehors, d'aller courir dehors pour au final peut-être courir sur un tapis ou faire de la musculation en effet, pour ensuite rentrer à la voiture, s'asseoir et être sédentaire par la suite. Donc en effet, on peut être sportif sédentaire, c'est pas parce qu'on a fait 2 heures de cross-training le matin et derrière on passe 12 heures assis, on a quand même tous les effets indésirables de la sédentarité. Et surtout au niveau postural, au niveau même habitude, hygiène de Bien vie. sûr. Là-dessus, et ça revient à ce que tu disais sur avant l'activité, enfin en tout cas le fait de bouger, c'était obligatoire. Quand tu prends nos grands-parents, j'imagine que c'est pareil pour les tiens, tu vois toujours à 200, enfin jamais arrêter, travail avec un petit jardin, des choses comme ça, vieillissent en tout cas mieux que certaines personnes que je connais qui ont à peine 55 ans et qui se plaignent de tout, de tous les des douleurs de dos, de hanches, etc. Parce que elles font pas grand-chose en soi à part travailler, quoi. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi et moi c'est un constat que j'ai fait il y a à peu près 6 ans, où aux urgences, je suis exposé un peu à tout type de génération et de population et ça arrive des fois, hein, des, papis-mamies de 90-95 ans qui arrivent aux urgences en voiture, qui sont en forme physique, on a l'impression qu'ils font 20 ans de moins que leur âge, alors qu'à contrario, des fois, tu les mets à côté de personnes de 50-60 ans, tu as l'impression qu'ils sont plutôt, bien plus âgés et en fait, je leur disais: «Mais c'est quoi votre secret pour être en aussi bonne forme?» Et je te garantis que tous, en fait, ça se résume en quelques réponses. C'est de l'activité physique qui passe par le jardin, Le jardin, ouais. souvent beaucoup aussi de petits papys qui ont gardé l'habitude de l'armée, qui tous les matins se lèvent à la même heure, font leur gym tous les matins. De l'activité sociale aussi beaucoup, que ça soit sur les associatifs, que ça soit de la garde d'enfants, que ça soit juste aller voir les voisins, aller faire les courses, des choses comme ça. Et les petits-enfants aussi qui maintiennent énormément en vie, de se dire, je vis pour la génération, je prends soin d'eux et je transmets. Et en fait, ces choses-là, c'est juste de l'activité, que ça soit cognitive, de l'activité qui est aussi, j'ai envie de dire physique. Et ça, simplement ça maintient. Et du coup, de se dire, mais attends, en fait, on a tout faux, quoi. On a tout faux aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que les recommandations que les proches ont tendance à faire quand, tu vois, je prends l'exemple de ma mamie qui a un peu de mal de dos là, en ce moment alors qu'elle est toujours active. Première chose que ses enfants lui disent, donc que ma tata etc. lui dit, c'est repose-toi, arrête d'aller dans ton jardin, assis-toi, prends du temps pour. Alors qu'en vrai, c'est le mouvement qui l'entretient. Exactement. Et là, les points que tu citais, je sais pas si tu as regardé le documentaire sur les zones bleues. Enfin, il y en a tellement, mais celui qui est accessible là, sur Netflix qui a été beaucoup relayé. Et c'est vraiment ces points-là, c'est-à-dire l'environnement social, le fait de voir ses proches, le fait d'avoir un jardin, de cuisiner, de manger des choses que tu produis, et ça va pas plus loin en soi. Ils n'ont pas de compléments à Okinawa, ils n'ont pas de choses et ils vivent pourtant jusqu'à 100 ans et plus facilement, quoi. Exactement. Et quand tu vois j'ai en tête énormément le village italien. Parce que j'en avais beaucoup parlé avec ma compagne où elle me dit: «Mais tu vois?» parce que c'est ça, elle adore les pâtes. Donc je lui dis: «Bah, écoute, les pâtes quand même, moi j'aime pas forcément trop ça» et elle pourra en manger tous les jours. Et elle me dit: «Mais regarde, ils en mangent tous les jours des pâtes». Je lui dis: «Ouais, mais en Ouais. fait, eux tous les jours pour aller au jardin chercher les tomates et cetera, ils se tapent, 200 de dénivelé cumulé. Donc ils travaillent les quads, ils travaillent, leur cardio et en fait, c'est ça aussi qui les maintient». Donc en effet, c'est peut-être ça aussi le message le plus important à dire aux gens et que ce documentaire des zones bleues met aussi un petit peu en avant. C'est le fait c'est pas un élément pris seul qui est important. Ça va être l'ensemble des éléments. Ok, tu peux décider de manger beaucoup de glucides ou même manger certains produits transformés si tu le souhaites, mais si à côté tu es très actif, c'est pas gênant. Et inversement, de se dire tu peux manger extrêmement bien et le plus sain possible de ce qu'on peut considérer comme sain, et après c'est des histoires de dogmes aussi et de croyances, mais si à côté de ça tu fais aucune activité physique, tu seras pas en bonne santé, quoi. Ouais. Et ça serait quoi tes recos pour quelqu'un justement qui passe son temps au bureau, qui a un travail ultra sédentaire?
pour justement pallier un peu à cette sédentarité de 8 à 18, en tout cas sur ce qu'il peut faire. Et ouais, j'aurais envie de dire déjà, en se levant le matin, la première chose, ça serait d'aller marcher 5 minutes dehors. Marcher 5 minutes dehors parce que ça va permettre de faire un petit réveil corporel, éventuellement faire deux trois mouvements un peu de mobilité, que ce soit tourner les épaules, les poignets, les hanches, les cervicales. De le faire au lever du jour parce que ce qui est intéressant, c'est quand même cette exposition à la lumière rouge ou aux premiers rayons du soleil, ce qui va permettre de synchroniser ton cortisol et ta mélatonine, donc de mieux t'endormir aussi le soir. D'avoir déjà ce sentiment de, c'est pas je sors du lit pour aller m'affaler sur le canapé avec un café. Une fois que tu t'es déjà payé avec ce petit fait d'aller dehors, tu vois, comme j'aime dire chez moi en Savoie, il n'y a pas de mauvais temps, il y a que du mauvais équipement. Mais en fait, même s'il pleut, tu vas mettre un kawaii, tu vas mettre un parapluie s'il faut, mais tu vas quand même aller faire peut-être ces 5 minutes de marche. Donc déjà, tu vois, c'est déjà s'offrir ce petit moment. C'est se garer aussi peut-être un petit peu plus loin, changer ses habitudes pour descendre un arrêt de bus avant, se garer peut-être au lieu de se garer juste devant l'entrée de ton bureau, se garer peut-être à 500 mètres, ce qui va faire que tu vas pouvoir marcher. Ou encore mieux, dans un monde idéal, y aller en marchant, en courant. Moi, ça m'est arrivé d'aller travailler en courant ou en vélo. S'il y a une douche qui est sur place, ça peut être aussi intéressant. Prendre l'habitude de se dire, bah allez, toutes les 60-90 minutes, de se lever. Se lever simplement de sa chaise, faire peut-être un petit peu des étirements, 3 fois le tour du bureau, peut-être 5 squats, retrouver un deep squat, donc ce squat profond qui est physiologique et que les enfants, quand tu les regardes à 2 ou 3 ans, c'est comme ça qu'ils jouent par terre, alors qu'en fait, c'est un truc arrivé à 30 ou 40 ans, on est incapable de le faire parce qu'on a perdu cette fonction, parce qu'on est assis sur des chaises qui fait qu'on a perdu les 30 derniers degrés, on va dire, de flexion, et c'est quelque chose de dramatique. C'est aussi des choses simples qui fait souvent rire quand j'en parle en conférence, mais aller aux toilettes. C'est des choses qu'on doit tous faire dans la journée. Mais en fait, si vous êtes dans une grosse boîte, au lieu d'aller aux toilettes à l'étage où vous êtes, vous allez 2 étages au-dessus ou 2 étages en dessous. Ce qui vous permet de monter et de descendre les escaliers, vous amusez peut-être à faire un petit sprint dans l'escalier et ça va relancer un petit peu la machine. Ça va être le soir de vous amuser si vous avez des enfants. Les enfants, ils adorent manger par terre. Faire un peu les pique-niques sur les tables basses, et c'est reprendre l'habitude d'être par terre. Donc, par terre, dès que tu as oublié quelque chose, que tu dois mettre la table ou que tu te rends compte qu'il manque de l'eau ou j'en sais rien, tu vas te relever. Tu vas te remettre par terre. Tu vas te relever, Mm. tu vas te remettre par Tu dois terre. toujours bouger parce que tu as des points d'appui qui sont un peu plus Exactement. inconfortables. Et ça fait le lien, tu vois, on parlait des zones bleues, il y a une jolie étude sur les Japonais qui montrait qu'il y avait une mortalité inférieure au Japon suite aux chutes, parce qu'il faut savoir que c'est les personnes âgées. La chute, c'est une des premières causes de mortalité. En fait, parce qu'ils ne meurent pas à cause de la chute, mais ils meurent à cause du temps passé au sol, généralement d'une fracture qui peut être associée, et du fait que derrière, ils ne retrouvent pas leur autonomie, ils deviennent grabataires, et c'est ça qui est dramatique. Mais en fait, ils se sont rendus compte que sur certaines populations asiatiques, vu qu'ils ont l'habitude d'être au sol, ils conservent du coup une certaine force dans les quadriceps et une certaine amplitude, ce qui fait que quand ils tombent, ils arrivent à se relever. Ouais, et la Et donc, chute il n'y a en pas... elle-même vient en général d'une perte d'équilibre, et la perte d'équilibre, c'est le Et fait de ne aussi, pas avoir assez de force dans certaines amplitudes, donc hyper intéressant. c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, là, moins de force, plus de risque de se retrouver au sol. Et derrière, avec l'incapacité de se relever, on passe plusieurs heures au sol et c'est dramatique. Alors que, en fait, quand on a l'habitude d'être au sol, on y arrive plus facilement. Ok, ok, Voilà. super. Là, on parle beaucoup de personnes âgées, mais ce qui est important à prendre en considération, c'est que c'est pas une fois que tu es une personne âgée qu'il faut faire ce qui est le nécessaire. Déjà, à partir de 35 ans, tu as tous les phénomènes de sarcopénie qui font que tu vas perdre petit à petit ta masse musculaire. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut justement avoir une activité physique, qu'il faut prendre tous ces petits réflexes pour arriver à un certain âge dans de meilleures conditions. Complètement d'accord. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien appris et qui montre, pour le coup, il nous enseigne très bien en médecine du sport. C'est qu'on dit même qu'à 20 ans, tu sculptes le corps que tu auras à 40 ans. Et on peut même l'étendre aussi sur l'enfance, sur la façon dont tu vas grandir, tant d'un point de vue éducation et activité physique que tu vas pouvoir faire. Un enfant qui fait de l'activité physique, qui a l'habitude d'être dehors, de jouer, de faire des choses, il sera beaucoup plus sujet et potentiellement actif dans sa vie adulte. Et inversement, c'est pas pour rien que malheureusement, on voit beaucoup de gens qui arrivent à l'âge de la retraite vers 60-70 ans, ont une déclaration de cancer, d'infarctus, les problèmes de santé. C'est souvent ça. Si tu travailles toute ta vie, tu arrives à la retraite et tu as tous les problèmes de santé qui arrivent. Mais en fait, il faut savoir que ce cancer, cette maladie cardiovasculaire, tu l'as construit dans les 10 à 20 ans qui précèdent, si ce n'est plus. Donc Et ça rejoint tout à fait ce que tu dis. je rebondis sur ça par rapport aux sportifs.
Parce que j'écoutais un podcast sur lequel Blaise Dubois intervenait, et je l'ai reçu ici aussi, donc c'est pour ça que je fais le parallèle, qui parlait de la population, en tout cas, qui gagnait les marathons au Kenya, qui, du coup, quand elles étaient enfants, c'est des personnes qui avaient l'habitude de faire 5-10 km à pied le matin pour aller à l'école, en courant, à pieds nus, en revenant le soir, etc. Et au fur et à mesure, ils ont construit justement tous des mécanismes, ce qui les a renforcés et qui leur a permis d'avoir ce niveau de performance aujourd'hui. Il faisait le parallèle avec ces personnes-là qui maintenant ont un train de vie largement plus élevé que le reste de la population kenyane, qui ont des enfants, qui vont à l'école en voiture, en taxi avec des chauffeurs, etc. Et le distinguo serait intéressant à regarder dans quelques années, voir est-ce que ce train de vie a un impact sur les enfants même de champions, et du coup est-ce que c'est encore génétique, est-ce qu'elle a encore plus de sens que la génétique en soi? Et je pense que ça va être intéressant de voir ça justement. Ouais, moi je te rejoins et je pense qu'en effet, quand on regarde l'évolution de la population humaine au sens large, on dit toujours que la fonction crée l'organe. Et en fait, on est là, on est des êtres qui s'adaptent. On s'adapte aussi, si on vient sur les polluants, à ce qu'on est exposé, etc. Bah, en fait, le corps humain, au bout d'un moment, vient s'adapter. Donc, je te rejoins tout à fait de se dire que bah, malgré la génétique qu'ils vont hériter de parents ultra sportifs et qui sont venus un peu modifier leur génétique, c'est vrai que ce serait super intéressant si Blaise arrivait à faire cette étude ou en tout cas à mettre des gens dessus parce que ça révolutionnerait beaucoup de croyances de ce côté-là, quoi. Clairement, clairement. Euh, Au niveau de ce que tu vois, de la sédentarité, c'est quoi directement les premières choses qui vont être liées, les premiers signes auxquels faire attention quand un signe par exemple qui doit te donner un déclic si tu es sédentaire mais que tu t'en rends pas forcément compte et d'un seul coup tu commences à avoir des petits bobos, des petites douleurs, des petits maux, peut-être même juste des maux de crâne, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses avant-coureuses qui doivent nous alerter? Bah, en alerte, j'allais justement dire, Etienne et ses fameux, petits bobos, ces petits maux de tête, tu vois, on pourrait parler du manque d'énergie, le manque d'envie, les lombalgies, le fait d'avoir mal au dos un petit peu, le fait de se dire: «Oh là, je finis ma journée, j'ai l'impression d'être passé sur un rouleau compresseur», alors qu'en fait, tu pas vraiment une journée très active. On a aussi cette sensation quand on passe une grosse journée focus sur un dossier, mais voilà, des fois, c'est un peu constant. Non, je dirais simplement quand vous rentrez chez vous et que vous discutez de votre journée avec votre famille ou vous discutez même de votre journée avec vous-même, et vous vous rendez compte que, il y avait rien d'actif. Ouais, Que en fait, ok. votre journée, si vous la dézoomez, vous vous dites: «Bah, je suis arrivé le matin, je me suis mis au bureau, puis j'ai traité mes dossiers, puis c'était l'heure de la pause déj, donc j'ai vu un petit peu les collègues, puis on a bu le café, c'était chouette. Ah bah tiens, d'ailleurs, le café, on l'a posé, on était encore assis plutôt que d'aller marcher dehors et de profiter, on était assis, on a bu le café, on a refait le monde et puis après je suis retourné bosser, voilà et puis j'ai fini, j'ai pris la voiture, je suis rentré, j'ai récupéré les enfants où j'ai fait les courses et là, je suis à la maison et bah, en t'attendant, j'en ai profité pour regarder une série». Mais en fait, quand vous dézoomez cette journée, c'est de se dire: «Ah bah, en fait, mince, sur, mes, allez 10 heures de temps, «actif» entre guillemets, combien en réalité j'ai été actif? Combien à quel moment, en fait, je me suis dit: «Là, je suis sur quelque chose de, où je me fais du bien». Quelque chose de physiologiquement non insultant, j'aurais envie de dire et plutôt, sur quelque chose où mon corps, en fait, est actif. Ok, intéressant. Mais c'est vrai que, il faut avoir cette capacité de prendre du recul et il y a plein de personnes qui le font pas. Je pense qu'il y a aussi un petit rôle à jouer au niveau des entreprises. Est-ce que tu vois beaucoup, enfin je sais pas dans quel cadre tu verrais ça, mais parmi les gens qui viennent, qui ont des soucis, des lombalgies, des mal de dos, des hernies, etc., c'est des gens qui sont plutôt avec télétravail en entreprise, un peu chez eux. Comment ça se fait? T'as un peu de recul sur ça? Et bah, c'est vrai qu'aux urgences, on demande peu la profession des gens Ouais, ou en tout ok. cas, on le demande plutôt par rapport vis-à-vis quand ils doivent avoir un arrêt de travail pour des fractures, des choses comme ça. Ouais, ok. Mais là, je suis en train de préparer une conférence, justement pour une grosse entreprise où justement c'est, la santé du dirigeant comme capital de l'entreprise. Donc j'ai creusé un petit peu la littérature scientifique qui montre qu'en fait, typiquement un dirigeant d'entreprise, tu en as plus de 60 qui prennent pas le temps d'aller chez le médecin quand ils ont des douleurs ou qu'ils ont des problèmes, faute de temps. Parce qu'ils viennent vraiment mettre leur santé, sur le côté. Qui sont, énormément sujets, bah, à de l'anxiété, du stress, à justement toutes ces petites douleurs et c'est vrai que souvent quand tu es dirigeant d'entreprise, bah, c'est des fois, un travail quand même plutôt sédentaire, quoi. Mais, je sais qu'il y a quelqu'un qui a plus creusé quand même sur cet aspect des gens les plus exposés à la sédentarité, c'est mon ami Alex Dana, qui a sorti un livre dans lequel, j'ai participé aussi, sur quelques pages qui s'appelle, «La chaise tue».
Donc s'il y a des gens que ça intéresse, ce sujet de sédentarité, je suis quasi sûr et certain qu'il a creusé justement les personnes les plus exposées par rapport à tout ça. Ok. Parce que je me faisais une réflexion, tu vois, sur le télétravail. Est-ce que ça serait pas aussi une solution pour justement avoir un peu plus de temps et avoir plus l'occasion en tout cas de combler ta journée? Enfin, tu vois, quand tu dis aux gens levez-vous toutes les 70 minutes, enfin 60, 90 minutes pour faire 5 squats, pour marcher un petit peu, ils le feront jamais au bureau parce qu'ils vont dire ouais, je vais avoir l'air d'un con à faire mes squats dans mon bureau alors qu'il y a personne qui vous voit. Euh, Tu leur dis d'aller aux toilettes, ils vont pas le faire parce qu'ils sont en train de traiter leur mail et enfin bref, il y a toujours plein d'excuses qu'on peut se trouver et le fait d'être chez toi, tu peux le faire. Tu gagnes au moins 30 minutes le matin, 30 minutes le soir sur le trajet, ce qui peut te laisser potentiellement 1 heure pour aller faire du sport. Euh, Tu peux te laisser facilement rattraper par bah il faut que j'accroche la machine, il faut que je fasse ci et tu le fais dans ta journée, tu vois. Et donc je me faisais cette réflexion, est-ce que justement être en télétravail, malgré le fait que bah, tu bouges moins de chez toi, ça pourrait pas te rendre un peu plus actif et avoir un impact justement sur cette sédentarité. Et mais je trouve que c'est une très belle approche. C'est une très belle approche parce qu'en effet, ça permet de casser certaines barrières. Ça permet même aussi de se dire, bah tiens, je vais me faire un bureau debout, quitte à avoir le petit tapis de marche Ouais, tu vois, dessous. moi, mon bureau là se lève, et je mets, là sinon on entendrait le bruit du tapis, mais je mets un tapis. C'est ça. Mais ma nana est en plus bosse en full télétravail, donc je vois très bien. Ce qui va dans ce sens-là, et je mets vraiment des guillemets, c'est plutôt sur l'aspect ironique, mais elle se plaint, elle me dit, bah, le problème, c'est que vu que je suis toujours à la maison, dès que j'ai 5 minutes, entre 2 calls, entre 2 réunions, etc., je vais lancer une machine, je vais aller mettre un coup de balai, je vais aller préparer ci, préparer ça. Mais en fait, c'est vrai que d'un autre côté, ça vient casser cette sédentarité de façon involontaire, ou même volontaire, et ça serait aussi ton idée, et que j'aime beaucoup de se dire, bah, vous êtes chez vous. Chez vous, vous avez tendance, au bout de 4 heures, à rester à une table, etc., à en avoir marre, donc vous allez spontanément vous lever, parce que vous allez entre deux calls, vite aller chercher un café, etc. Donc c'est vrai que ça peut être aussi une façon de le voir, de se dire qu'on a peut-être plus tendance à rompre cette sédentarité en cassant certaines habitudes. Ouais, clairement. Mais ça serait intéressant de creuser le sujet. Je sais pas avec qui je pourrais, peut-être avec Alexandre Dana, mais Je pourrais vous mettre en relation. ok, super top. J'essaierai de creuser un peu ce sujet. Euh, Ok, mais je rebondis du coup sur ce qu'on abordait en début de, de, de podcast, parce que je sais que du coup tu travailles chez Féroce, enfin tu fais partie du projet. C'est quelque chose aussi, je fais le lien maintenant parce que des fois quand j'écoute un peu euh, les épisodes de David Nicolas, il parle un peu de faire des réunions justement en marchant, etc. Enfin, tu vois, il y a son rôle aussi un peu en tant qu'entrepreneur dans son entreprise vis-à-vis de ses employés, d'instaurer un peu ce climat de mobilité. Mais du coup, je fais le parallèle directement avec les mythes que tu as posés tout à l'heure sur la viande rouge notamment. Je sais que tu as creusé pas mal le sujet. C'est encore quelque chose qui a la pollution encore plus que les œufs. Et je trouve on n'est pas du tout sur une phase descendante de ce mythe. Au contraire, on va de plus en plus vers plus du tout de viande rouge. Enfin, c'est pas bon. Attention, c'est cancérigène. Graisse trans. Enfin, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Et ça va être hyper intéressant, je pense. Bah, déjà, en effet, moi je suis associé, en fait, je fais partie des associés qui ont fondé Féroce avec David, on l'a suivi dans cette aventure folle. Ouais, si tu veux Et expliquer ce que c'est, ouais, Féroce Food, globalement, en fait, on n'est pas tous d'accord de comment l'idée est née, mais moi, c'est un peu ma version, c'est que on est très proche avec David. Et il est venu manger à la maison et j'avais fait du foie. Et nos femmes aiment pas le foie, alors que nutritionnellement, c'est une bombe atomique. Pour donner un équivalent, 10 grammes de foie, ça équivaut quasiment à 2 kilos de légumes en vitamines et minéraux. surtout pour une Et femme, hyper intéressant, c'est- hein. en fer, en vitamines A, D, E, K, enfin, en sélénium, c'est incroyable. Nos femmes aiment pas ça. Et donc, on s'est dit, c'est dommage qu'elles en mangent pas, comment on peut réussir à les convaincre? Et David, qui est un entrepreneur né, c'est le cas de le dire, une semaine après, me fait une note audio et me dit, écoute, j'ai bien réfléchi, on pourrait en mettre dans un steak haché. Donc c'est un peu de là qu'il a lancé Féroce. Et ça permet en fait d'avoir un steak haché dans lequel on met 20% d'abat, du cœur et du foie, et d'avoir un steak haché qui nutritionnellement est beaucoup plus dense. Un steak, ça équivaut quasiment à 4 kilos en vitamines et minéraux par rapport à des légumes. Et ça permet aussi, d'un point de vue écologique et éthique, de venir recycler en fait tout ce qui est jeté de la bête. Parce qu'on s'est rendu compte que 50% de la bête généralement finit à la poubelle ou dans la pet food, donc pour les animaux. Mais alors que c'est en fait, il y a des aliments qui devraient être conservés.
Donc ça permet de recycler la bête, où l'objectif chez Féroce à terme, c'est presque de recycler 100%, 100% de la bête, qu'une bête tuée, ça soit 100% de produits transformés. Donc on va récupérer la graisse pour faire du suif, on récupère les os pour faire du collagène, on récupère les rognons où on fait des boulettes, parce que tous ces éléments en fait sont intéressants. Actuellement, on estime que pour nourrir une personne pendant un an, il faut 6 bêtes par an. Alors que si on mangeait l'animal de la tête à la queue, comme faisaient nos grands-parents, comme faisaient nos ancêtres, il faudrait plus qu'une bête quasiment par personne et par an. Parce qu'il y a des morceaux qui vont être plus riches en protéines, d'autres plus riches en graisse, d'autres plus riches en vitamines et minéraux, et du coup, en fait, ça vient naturellement se combler. Alors qu'aujourd'hui, on a l'habitude de manger que le filet, le rump steak, que du muscle, et en plus, c'est la partie la plus pauvre. Donc il y a cette volonté, et aussi une volonté écologique qui est de se dire, bah, si on mange de la viande de meilleure qualité et nutritionnellement plus dense, on va en manger moins souvent. Donc ça permet aussi d'être plus éco-responsable, j'ai envie de dire là-dessus. Et sur l'aspect écologique, et moi là-dessus j'ai creusé les études énormément, c'est de se rendre compte qu'en fait il y a viande rouge et viande rouge. La viande rouge du supermarché qui est parfois très bonne, parfois de qualité discutable, c'est des fois de la viande issue de l'industrie d'élevage intensif, où c'est des bêtes qui sont parquées, qui voient pas la lumière du jour, qui sont dopées à l'eau et aux hormones, bourrées d'antibiotiques. Bah derrière, en fait, vu que tu es ce que tu manges, vu qu'elle mange aussi beaucoup de céréales, tu as une viande qui va être très inflammatoire, pro-inflammatoire, et qui est, j'ai presque envie des fois d'aller dans le provoque, de dire qu'il n'est pas forcément mieux pour la santé qu'un paquet de biscuits. Alors que inversement, comme les bêtes qu'on a chez Féroce, c'est des bêtes qui sont en pâturage exclusif. Ça veut dire qu'elles vont manger que de l'herbe. Elles sont pas parquées, elles vivent sur des hectares et des hectares, et tous les 5 jours, elles vont changer de parcelle pour avoir toujours de l'herbe fraîche. Et donc, du coup, en fait, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de soja, il n'y a pas de maïs. Donc déjà, sur l'impact carbone, on a un impact carbone qui est zéro avant le transport, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur la viande rouge, justement, et tous ses méfaits. Et une viande derrière qui, d'un point de vue ratio oméga 3, oméga 6, pour faire très simple, on mange beaucoup trop d'oméga 6 dans notre santé, ce qui crée de l'inflammation. Donc c'est pour ça qu'on a toute cette supplémentation en oméga 3 pour compenser, parce qu'on a à peu près 10 à 15 oméga 6 pour un oméga 3, alors que dans une bonne santé, il faudrait être à 3 pour 1. Bah nous, toutes nos bêtes sont analysées en labo, on vérifie justement ce profil d'acide gras, et en réalité, en fait, on est à peu près à 4 pour 1. Donc rien à voir avec, donc j'ai envie de dire 3 fois inférieur par rapport à ce qu'on peut des fois trouver sur certaines bêtes. Donc voilà un peu le concept global de Feroz Food. Et en effet, au début, moi en tant que médecin, j'ai toujours entendu que la viande rouge était nocive pour la santé et que ça donnait du cancer. Donc euh, j'étais pas forcément favorable. J'ai d'abord dit à David, je lui ai dit écoute, malgré toute l'amitié qu'on peut avoir, je suis pas vraiment convaincu par le truc, mais laisse-moi creuser la littérature. Donc en fait, maintenant, je fais office un peu de référent scientifique chez Feroz, et que c'est le but, c'est qu'en fait, ce qu'on raconte, ça a été étayé scientifiquement. Donc je me suis tapé à relire une quarantaine d'études scientifiques justement sur la viande rouge. Et j'ai fait tout un résumé de qu'est-ce qu'en fait, de venir nuancer tout ça. Donc c'est disponible sur le site de Feroz Food, rubrique science. Ok. Il y a l'article justement sur la Je viande mettrai rouge. le lien dans la description pour ceux qui veulent aller creuser un peu plus. Et ben, avec plaisir. Et en fait, voilà, c'est de se dire que en fait, la viande rouge, certes, l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, a dit que la viande rouge, c'était cancérigène. Et c'est ce que les gens ont retenu. En réalité, quand on lit l'article, ils ont dit que la viande rouge était un cancérigène probable sur une gradation qui code 2A. Donc ça fait dire en fait une gradation qui est intermédiaire. Néanmoins, ils ont dit que la viande transformée et la charcuterie étaient un cancérigène certain. Donc déjà, en fait, ils sont venus distinguer la viande rouge de la charcuterie et la viande transformée. Donc ça, c'est une première notion à avoir en tête. Que c'est simplement sur le cancer du côlon, où en effet, il y a des sensibilités génétiques familiales qui peuvent aussi des fois favoriser le cancer. Mais aussi, on se rend compte dans les études, et moi j'en ai relu du coup un paquet, on ne prend jamais en considération la qualité de la viande, la provenance de la viande, la méthode d'élevage, ni également la façon dont elle va être consommée. En fait, c'est un énorme fourre-tout. On considère consommation de viande. Que vous mangiez des knackis ou des hot dogs ou du bacon ou de la viande de pâturage qui a vécu dehors, etc. En fait, ils mélangent tout ensemble. Donc ça crée un problème parce que du coup, c'est pas le même produit. En fait, on vient comparer des fois des choses qui sont pas comparables. Et à aucun moment, on voit apparaître le biais du consommateur en bonne santé ou le biais même du consommateur tout bête, qui est le fait que bah, quelqu'un qui va manger moins de viande rouge, c'est des gens qui, généralement qui sont un peu plus sensibilisés à leur santé, qui vont un peu plus bouger, qui vont faire un peu plus attention à ce qu'ils mangent, alors que des fois, ceux qui vont manger beaucoup de viande transformée, que ce soit du fast-food ou autre, vont avoir peut-être plus tendance à fumer, boire de l'alcool, être sédentaires. Donc tout ça, ça fait un énorme micmac. J'adore ce que tu Et dis parce que c'est justement quelque chose que j'ai partagé. Y a pas, j'entends jamais parler de ça. On prend toujours des études. Les véganes sont en meilleure santé. Ouais, mais tu compares quelqu'un qui fait attention par définition à ce qu'il mange. Euh,
au reste du monde. Donc forcément, tu peux pas faire et c'est des études épidémiologiques en plus, donc ça se trouve, enfin, Et tous les critères observationnel sont en pas pris plus. en compte. Donc clairement. Et donc c'est ça, c'est un peu le problème de ces études observationnelles où on se rend compte qu'on peut leur faire dire des fois un peu ce qu'on veut. Et du coup, de par ce biais, qu'on on regarde jamais vraiment la qualité de l'aliment, en fait, moi, ma position, et qui engage peut-être que moi, mais c'est intéressant de la partager aussi, c'est de se dire, mais en fait, il faut peut-être dézoomer et de se dire que oui, on sait qu'on a besoin de protéines animales. En tout cas, moi, c'est ma pensée profonde en tant que médecin. Parce que de par la façon, la matrice cellulaire, la façon dont ça va être assimilé et assimilable, c'est aussi très intéressant. On n'a pas besoin d'en manger en excès, mais il faut en manger de bonne qualité. Et c'est vrai pour un peu tous les aliments, c'est de se dire, revenir en fait à une alimentation qui est brute, qui est saine, de se poser la question, de se dire, mais en fait, si c'était consommé il y a 1000 ans, pourquoi est-ce que maintenant, d'un coup, c'est diabolisé? Ah bah en fait, la viande rouge, on se rend compte que dans les années du boom industriel des années 80, en fait, on a dû faire x5, voire x10, je crois, sur la nécessité de pouvoir fournir de la viande. Donc, on est tombé sur de l'élevage intensif, donc de la viande industrialisée. Donc, on est très loin du produit de base. Et donc, c'est un petit peu tout ça qu'il faut un peu, j'ai envie de dire, remettre en considération, quoi. Ok, ok, hyper intéressant. Tu parlais du suif aussi, du suif de bœuf. C'est une graisse qui est faite à partir enfin, c'est une graisse comme du beurre, enfin, attention, je synthétise là pour qu'on comprenne dans quel usage on peut l'utiliser, mais qui est faite à partir du gras de bœuf. Et j'ai fait, tu vois, il y a quelques semaines, un réel où je partageais justement le fait que j'avais fabriqué du coup mon suif de bœuf. J'expliquais dans quel cadre j'utilisais, typiquement pour remplacer, tu vois, l'huile d'olive à la cuisson. J'ai même pas été jusqu'à dire que tu pouvais l'utiliser un peu sur des tartines ou autre. Mais il y a quand même tous ces gens qui sont venus en disant mais attention, tu remplaces de la graisse végétale par des acides gras transformés, enfin transsaturés, etc. Mais je pense qu'il faut justement rapporter un peu de bon sens. C'est quelque chose qu'on mange depuis des milliers d'années, quelque chose qui a toujours été consommé, et encore, quand tu vois que quand tu parles de cuisson, on parle de 1 ou 2 grammes dans le fond d'une poêle qui va servir à toute la famille, tu vois. Donc prendre un peu de recul sur ça, c'est aussi intéressant. Et justement, par rapport au Swift, t'as du recul sur. J'imagine que oui, si vous en produisez avec Féroce. Mais qu'est-ce que tu réponds justement à remplacer de l'huile d'olive par du Swift, ça n'a aucun sens. Et bah, en fait, c'est de se dire que c'est comme tu dis, il faut revenir à l'essence même. Oui, le beurre, donc ça, le beurre, c'est fait à partir du lait, alors que là, on parle vraiment de Ouais, ouais, graisse ouais. animale. Je parlais du En beurre fait, pour qu'on voit un peu la complètement. forme Non, que ça mais peut avoir. j'allais rebondir par rapport au beurre, de se dire, mais en fait, entre ton beurre cru d'une vache qui a brouté que de l'herbe, et ton beurre issu de lait industriel de vache qui a jamais marché, qui a mangé que des produits inflammatoires, qui a été surchauffé, donc complètement, où les protéines ont été complètement explosées, et derrière on fait du beurre, bah déjà, tu as deux produits complètement différents. Le problème du beurre à la cuisson, c'est qu'il a un point de fusion qui est assez bas, et que derrière, justement, la cuisson du beurre, quand il noircit un petit peu, parce qu'il noircit quand même très vite, c'est ça qui va donner ces acides gras trans qui sont pas bons pour la santé. Ça, c'est acté que globalement, les acides gras trans, on ne veut pas en consommer. Mais naturellement, dans la nature, il n'y en a pas, voire très peu. Typiquement, sur de la viande, ça représente moins de 0,5%, si je dis pas de bêtises, de ce qu'on peut avoir dans la viande. Et donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est faut aussi le mot graisse, il a été diabolisé. Parce que bah, c'est le gras, oulala, ça nous fait peur, c'est dangereux, c'est ça qui va faire qu'on est en surpoids, on va le stocker, ça va être dramatique. Alors que maintenant, on sait que en fait, le gras, il y a le bon et le mauvais gras, comme j'ai envie de dire, et encore, ça dépend de sa provenance. Et qu'en réalité, toutes les graisses qu'on va pouvoir stocker, c'est simplement notre surconsommation de sucre qu'on va venir transformer en graisse et qu'on va stocker comme ça. Le cholestérol, on le disait tout à l'heure, bah, en fait, 80% du cholestérol, il est endogène, donc produit par votre corps. Il n'y a que 20% qui est en lien avec l'alimentation. Et donc, du coup, c'est plutôt de se dire, bah, en fonction des prédispositions, c'est là où il faut adapter. Et pour revenir du coup au suif, où en fait, c'est un produit très intéressant, c'est que déjà, sur des bêtes élevées à l'herbe, sa composition, notamment en CLA, en oméga 3, est supérieure à certains autres aliments. Donc, ça, d'un point de vue alimentaire, ça a des bienfaits. Mais surtout, le suif, ça a un point de fusion qui est très élevé, qui de tête, si je dis pas de bêtises, est aux alentours de 250 degrés. Ça veut dire qu'on peut le chauffer jusqu'à 250 degrés avant que ça fasse des composés toxiques. L'huile d'olive, qui est à l'inverse, un acide gras qui est génial, mais qui devrait être moins utilisé pour la cuisson, j'ai envie de dire, il a un point de fusion que aux alentours de 180, il me semble. Et du coup, c'est aussi ça un petit peu le problème. Alors que dans la consommation de la vie de tous les jours, l'huile d'olive, c'est une élixir de jouvence. Deuxième article que j'ai fait chez Féroce, on pourra le mettre en lien.
Mais carrément. c'est de se dire que tout ça, en fait, c'est des choses qui étaient consommées de façon ancestrale et qu'on est venu tout mélanger. Donc, tu vois, mais même, il y a même la société européenne de cardiologie, donc des cardiologues, qui attestent qu'en fait, les graisses devraient représenter quasiment 40% de notre rapport alimentaire journalier. Parce qu'en fait, c'est une bonne source d'énergie. C'est une source d'énergie qui est valable, qui a en plus un aspect satiétogène qui est très intéressant. Mais et c'est le problème, c'est qu'en effet, il y a cette croyance aussi qui est dure de se dire que les graisses, c'est pas bien, que les graisses, c'est dangereux. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça dépend de la provenance, ça dépend de la capacité dont on les consomme. Et voilà. D'autant plus intéressant pour les hormones et du coup encore plus pour les femmes. On a souvent le cas de femmes qui veulent perdre du poids, qui arrêtent le gras parce que c'est le gras qui fait du gras. Donc c'est pas vrai, hein, bien sûr. Mais, et du coup qui se retrouvent avec très peu de graisse dans leur alimentation. Et au bout d'un certain temps, bah mince, c'est bizarre, j'ai plus mes cycles, j'ai plus de règles, j'ai plus de libido, enfin, il y a plus rien. Mais en fait, les hormones sont en vrac parce que bah, la plupart des hormones dépendent en tout cas des lipides que tu vas ingérer. Et on pourrait même aller plus loin et dire, mais en fait, ton cerveau, c'est quoi? C'est de la graisse. Tes gaines de myéline, justement, ce qui permet la connexion entre tes neurones et tout le fonctionnement de ton cerveau, c'est de la graisse. Donc, on a besoin de gras. D'ailleurs, Oui, et pour comme ça tu le que disais tout à l'heure, c'est pas le gras qui fait du gras, c'est l'excédent calorique. Tu peux manger que du chou. Si tu arrives à manger trop de chou, bon courage, hein, mais tu vas quand même stocker. En fait, c'est le stock d'un excédent, peu importe la provenance en tout cas de ce que c'est, quoi. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait parce que je suis pas très fan des régimes où on vient mettre des cases, etc. Mais tu vois, le régime cétogène, il y en a qui jurent que par ça. Et en effet, des fois, c'est très intéressant dans certaines pathologies. Je pense notamment, il y a pas mal d'études intéressantes sur les enfants qui ont des TDAH pour éviter justement la ritaline et de couper les sucres et de les mettre sous cétogène. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui fonctionnent très bien avec les graisses, qui sont pas en surpoids, qui au contraire ont une santé même plutôt meilleure que d'autres. Et j'invite à tout le monde aussi à essayer de venir passer sur des fois des modes un peu de cétone, c'est-à-dire le matin ne pas déjeuner ou se faire un café gras et voir à quel point vous pouvez être focus sur votre matinée sans avoir de coup de barre, sans avoir de coup de pompe, alors qu'en fait vous êtes sur des graisses. Et donc rassurez-vous, les graisses, c'est une fois de plus, c'est l'excès qui est pas bon. T'appelles un café gras. C'est les cafés gras, ça a été très tendance. Ça peut être du café où tu viens mettre justement des corps gras, ça peut être de l'huile de MCT, ça peut être du beurre cru, ça peut être du suif. Et en fait, ça te permet d'avoir un apport calorique. C'est un café qui est calorique. Euh, Si tu en bois tous les jours, ben, en fait, tu vas faire un excédent calorique, donc c'est pas intéressant. Mais sur un moment donné où tu te dis, parce qu'en fait, faut voir la consommation de sucre, parce que les gens font souvent des petits déj sucrés. Ça va faire sécrétion d'insuline, donc derrière, tu as un crash au niveau de ton énergie, et tu as le coup de barre, et tu as à nouveau faim vers 10-11 heures, et tu n'arrives pas bien à te focus. De fonctionner sur les graisses, en fait, ta glycémie va être beaucoup plus lissée dans le temps, va être plus constante. Et ça permet, en fait, sur ta matinée, de ne pas avoir cette sensation de faim, parce que ton corps a eu le besoin d'énergie dont tu as potentiellement besoin, et encore, c'est discutable si tu as besoin ou pas de manger le matin en réalité. Mais tu vas avoir cet apport, et ça va permettre qu'en fait, tu fonctionnes sur un mode de OK, je n'ai pas faim, mais j'ai pas ces fluctuations de digestion et d'énergie. Et derrière, je suis super focus. Ça, c'est un bon petit hack si vous avez des matinées très chargées, que vous savez que vous avez passé 2-3 heures vous devez être dans un état de flow sur des grosses réunions, vous voulez pas être, vous voulez vraiment être au taquet. C'est bah, vous mettez une cuillère de beurre cru, de suif ou autre là-dedans. Ça donne un café qui a un goût un petit peu différent, un café ou autre hein, aussi. On peut imaginer le matin, vous faites vos œufs et vous faites je sais pas, un avocat avec, qui est aussi un apport de graisse très intéressant, et ça permet en fait d'avoir une énergie beaucoup plus constante. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement aux urgences. Par exemple, avoir une garde de nuit pour avoir moins le coup de barre au milieu de nuit. Et tu vois, ça fait un repas beaucoup plus riche en protéines et en graisses et sans glucides. Super intéressant du coup le café gras, je connaissais pas. Mais c'est vrai que jouer un peu sur le profil des aliments que tu consommes en fonction de la structure de ta journée, c'est intéressant notamment justement pour quand tu enchaînes les réunions, quand tu as besoin d'être un peu plus performant sur certains moments de ta journée. Notamment, comme tu dis, le petit-déj classique des Français qui est hyper glucidique, qu'on va même généralement donner aux enfants, tu vois, parce que en pensant que c'est des meilleures céréales. Et au final, ils ont un coup de barre, ils sont léthargiques à l'école, on se demande pourquoi les classes sont un peu somnolentes. Mais il y a quand même un peu de... Ça pourrait faire du sens d'accès beaucoup plus protéinique le matin pour être plus focus, pour être plus concentré et pas avoir ce pic d'insuline qui vient te flinguer un peu ton énergie. Mais à D'ailleurs, 200%. sur les protéines, un autre mythe qui est toujours véhiculé, que c'est mauvais pour les reins. Les protéines, bah,
c'est pareil, ça dépend de tes protéines. Tes protéines animales que tu vas manger dans ta alimentation normale, ça pose pas de souci. Les protéines qui étaient montrées du doigt, en réalité, c'était surtout ceux qui venaient se complémenter avec des protéines en poudre. Mhm. Donc, où déjà, on vient dénaturer la protéine parce qu'on vient extraire que certains éléments, donc on n'a plus tout ce qui est avec, donc les graisses par exemple, même l'aspect, la texture, le fait de mâcher, ça va pas sécréter les mêmes choses derrière. Et c'est cet extrait de protéines justement qui pouvait aussi être discutable sur leur origine et ce qu'on pouvait mettre dedans. Passé un temps, on venait montrer du doigt que peut-être ça pouvait en effet dégrader au niveau des reins. Là, à l'heure actuelle, sincèrement, les dernières études que j'ai pu lire, on n'a pas l'impression que les protéines, sur une consommation, j'ai envie de dire, normale, et normale étant généralement à 1,5 à 1,8 grammes par kilo de poids de corps. En Ouais. sachant que quand Ce qui est on déjà prend deux cette... fois les recommandations de Exactement, l'OMS. exactement. C'est déjà très supérieur à ce que les gens consomment. Je pense qu'il y a peu de gens qui consomment déjà 1 gramme par kilo de poids de corps. Alors qu'il faut pas. Et là, pour le coup, je reviens sur les personnes âgées, et moi qui est un sujet qui me touche beaucoup. On estime qu'ils devraient manger autant de protéines que les athlètes, justement pour éviter cette sarcopénie. Et que tes reins, en fait, ce qui vient flinguer tes reins, c'est si tu bois pas assez à côté, parce que c'est ça qui fait les fait filtrer. Et du coup, en fait, non, les protéines ne viennent pas dénaturer tes reins si tu bois suffisamment d'eau à côté, si c'est la protéine d'une source de qualité. Et ça fait le parfait écho avec ce qu'on disait en introduction par rapport à la créatine, qui passait un temps, c'était exactement le même sujet, de dire oh là là, mais ça va être catastrophique. La créatine, on a quasiment 15 ans de recul et ça a été un des compléments alimentaires les plus étudiés dernièrement parce que justement, c'était un des plus critiqués. Et ben en fait, la conclusion qui en sort, c'est que, ah ben, en plus de favoriser la masse musculaire et le maintien de la masse musculaire et d'améliorer la récupération, on se rend compte que sur le point de vue cognitif, ça pourrait être très intéressant, et notamment chez les personnes âgées ou c'est les personnes qui ont besoin de ce focus. Les jeunes, je ne sais pas à quel point. Après, c'est toujours pareil, dans la limite des études et de ce qu'on veut leur faire dire, mais c'est de se rendre compte quand même que cette créatine, ça vaut le coup d'essayer parce que c'est pas nocif. Et ça a été montré. Et toujours pareil, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'était la première page de ma thèse de médecine, c'est de se dire que dans la vie, que même si vous buvez trop d'eau, au-delà de 7 litres d'eau, ça fait exploser vos cellules et vous risquez de tomber dans le coma. Bah, c'est la même chose, c'est de rester. Oui, demain, si en fait on va manger 5 grammes par kilo de poids de corps de protéines et s'envoyer 10 grammes de créate, c'est sûr que c'est pas forcément ça. Mais ça, c'est valable pour tout. Tu parlais du chou tout à l'heure. Si tu fais en fait, tu fais un régime exclusif de chou et tu manges que du chou, bah ça sera pas bon pour la santé, quoi. Donc c'est remettre un peu du bon sens dans tout ça, quoi. Ok, ok. Mais ça vient pas de la créatinine, qui est un déchet métabolique justement quand tu manges trop de protéines. Je sais que en général, quand par exemple c'est des clients qui m'en parlent, leur médecin leur a dit attention, vous avez trop de créatinine dans votre prise de sang, c'est pas bien. En fait, c'est un amalgame. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un amalgame qui est fait. Normalement, quand tu as trop de créatinine, de façon sans manger trop de protéines ou quoi, c'est qu'il y a potentiellement un dérèglement rénal. Mais si tu manges plus de protéines, c'est tout simplement comme si bah, tu manges plus de bananes, il y a plus de pots de bananes à la fin. Tu vois, est-ce que c'est une bonne vulgarisation de dire ça ou Alors, ça y rejoint, mais ça montre justement, ça me montre du doigt l'erreur qui est faite. C'est qu'en effet, la créatine, c'est en fait quand on dose la fonction rénale, on exprime justement, on appelle ça la créatine, la créatine, la fonction rénale. Et l'erreur justement, en fait, c'est cet amalgame entre les deux. là, là, C'est là, je revenais sur les protéines, mais c'est oui, ouais, mais la créatine qu'on ça prend, va, c'est ça. c'est une voie d'énergie, donc ça n'a rien à Exactement. voir. Et ça va aussi avec. C'est qu'en fait, c'est simplement que sur ta prise de sang, ça va, quand ça augmente, c'est qu'en fait, il y a une souffrance rénale. Mais cette souffrance rénale, si tu es déshydraté, parfait exemple qui est mais parfaitement médical en plus, si tu es déshydraté, ta créatinine sanguine va augmenter. Ok, donc Donc si c'est tu es aussi. déshydraté, le marqueur que nous on dose aux urgences, c'est sur ton ionogramme, ta créatinine qui va augmenter. Ça ne veut pas dire que tu as consommé plus de protéines ou moins de protéines, ça veut dire que tu es déshydraté. Ça veut dire qu'en fait, ça met en avant une souffrance rénale. Et comme tu dis très justement, il y a un amalgame qui est fait entre les deux de se dire ah, mais ça doit être à cause de votre consommation de viande ou autre. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste un reflet, c'est juste des mots qui sont peut-être trop synonymes ou mal placés dans l'interprétation qu'on en fait, mais il n'y a pas de lien direct. Et en plus, c'est typiquement, c'est des choses qu'en plus, en tant que médecin, comme on disait en introduction, on n'a pas de cours de nutrition, donc c'est vraiment un amalgame qui est fait qui n'a pas lieu d'être, quoi. Ok. Et toi, du coup, tu as donné de la créatine à ton père de 80 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, il a 83 ans là. Et Pourquoi? pour deux raisons, parce que il a un cancer de la prostate et du coup, il est sous hormonothérapie, ce qui vient couper un peu les hormones masculines, donc entraîner une sarcopénie. Et pour essayer de maintenir un petit peu de masse musculaire, parce qu'il n'a pas cette possibilité du coup de produire suffisamment de testostérone pour ça. Donc justement pour conserver un maximum d'autonomie, donc pour voir justement si ça fonctionne de ce côté-là.
Et aussi, ça a été démontré que, bah, d'un point de vue cognitif aussi, ça permet de ralentir, semble-t-il, le déclin cognitif. Mais ce qui aussi qui m'a motivé à le faire, c'est qu'à un moment, je me suis dit: «Au mieux ça marche et c'est tant mieux, au pire ça marche pas, ça fait juste marcher le commerce et je sais que ça va pas être nocif pour lui». Et moi, c'est un peu comme ça que j'essaye d'exercer la médecine sur toutes ces médecines, ces médecines du bon sens, comme j'aime toujours les appeler. C'est de se dire: «Mais est-ce qu'il y a des risques que ça fasse plus de mal que de bien? Si la réponse est non, pourquoi pas essayer?» Dire, c'est comme le fameux effet placebo. Moi, dans mes études, on me disait, bah, regardez l'étude, on compare le médicament contre placebo, le médicament fait mieux que placebo. Super. Mais jamais personne m'a un jour dit, mais regardez, dans l'échantillon placebo à qui on a donné des gélules de sucre, il y a des fois 5% des gens qui guérissent juste avec une gélule de sucre. En fait, c'est que peut-être qu'il y a aussi d'autres choses. Donc c'est aussi à intégrer dedans comme un biais potentiel, comme le collagène, où il y a encore quelques années, on ne jurait que par le collagène, et là j'ai l'impression que tous les papiers qui sortent, on en revient de plus en plus sur le fait que le supplémentaire en collagène, en fait, c'est pisser dans un violon, c'est la même chose. Mais Du il y moment où a tu plein de manges gens, suffisamment de protéines, encore une c'est fois, ça. c'est, Et il y a plein de gens qui ont dit que leur tendinopathie avait disparu ou les douleurs de genoux avaient disparu grâce au collagène. Effet placebo, effet réel, je sais pas, mais dans tous les cas, on sait que ça fait pas de mal, quoi. OK. Hem, c'est toujours bien de prendre justement ce recul par rapport à ça et comme tu disais, la créatine, c'est quand même étudié depuis, enfin, c'est le complément le plus étudié du marché, c'est un sur lequel on est sûr qu'il y a moins, en tout cas, de part marketing sur la fonctionnalité, et c'est toujours marrant de faire le parallèle avec ça. Et d'un autre côté, les compléments type brûle-graisse, pilule miracle, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, il y a un peu de tout, mais là, il n'y a pas de souci, on achète. De toute façon, c'est pour brûler ton gras sans faire d'effort, donc ça peut pas être mauvais. C'est clair. J'aime bien faire ce distinguo un peu, qui est vraiment drôle. Toi, enfin, t'es pas mal sportif, justement. Euh, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui font pas de sport au niveau de leur santé? Parce qu'on sait que faire du sport, c'est bon pour la santé. Malgré ça, il y a des personnes qui font pas de sport. Et encore pire, malgré ça, il y a des personnes qui vont te dire à toi, attention, tu fais trop de sport, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu leur dis, tu vois, dans ce schéma de croyances qu'on peut avoir, comme quoi le sport, si on en fait trop, c'est pas bien. Et ce qui en soi, pas forcément faux, mais là où il faut mettre le curseur, c'est sur le trop, parce qu'on entend beaucoup trop sur des médias qui sont mainstream, des radios qui passent dans la voiture de nos parents le matin, avec des médecins qui peuvent dire ça. Et en fait, trop, c'est quoi le trop? Trop, c'est 5 fois, 6 fois par semaine, ou c'est un triathlète qui fait 27 heures d'entraînement en combinant plusieurs disciplines. Donc c'est quoi ton point de vue là-dessus? Et bah, sur le trop, comme tu dis très justement, c'est qu'est-ce que le trop? Et chacun a son trop. Si tu as jamais fait de sport de ta vie et que d'un coup tu te mets à en faire 20 heures par semaine, c'est sûr que d'un point de vue ostéo-articulaire, ça va être catastrophique. Une fois de plus, c'est la progressivité qui est aussi intéressante. Et à l'inverse, on parlait des Kenyans qui dès 5 ans font 5 à 10 bornes tous les jours pour aller à l'école, pour aller faire les courses, etc. Bah eux, c'est leur quotidien. Donc en fait, aller faire derrière 500 bornes par semaine de course à pied, c'est normal, comme les Tarahumara aussi au Mexique. Donc déjà, c'est prendre ce distinguo-là. Le trop, il y a quelques papiers qui montrent que d'un point de vue cardiovasculaire, au-delà, je crois que c'est 20 ou 25 heures de sport par semaine, on a une légère réaugmentation du risque cardiovasculaire. Au niveau de la Mais une fois fibrose, c'est ça? Enfin, alors c'est au niveau de la fibrose, de l'inflammation que c'est surtout que ça peut créer et même d'un point de vue sollicitation, cardiaque et vasculaire que ça peut entraîner. Mais une fois de plus, est-ce que cette petite augmentation dont on pointe le doigt, est-ce qu'elle serait pas encore inférieure par rapport au risque de la mais sédentarité et de c'est ce que j'allais dire. l'inactivité? Est-ce que justement, Tu ce vois? trop, c'est plus que rester sédentaire ou au final, Exactement. Et bah, ça a pas vraiment été comparé. Moi, ma conviction, c'est plutôt non. Les gens qui disent: «Ouais, mais tu fais du sport et tu te blesses». Là, je reviens d'1 an de blessure. Donc c'est sûr, hein, j'ai trop forcé. J'ai voulu m'entraîner comme un sportif de haut niveau et être, médecin à côté et avec les nuits de garde, le manque de récupération, je me suis blessé. Mais en fait, je me suis blessé parce que ma fondation était pas suffisamment solide et je me suis pas suffisamment écouté. ouais, et c'est Et donc plutôt c'est peut-être l'aspect récup qui était mauvais bien plutôt que sûr. l'aspect entraînement. Ah bah, quand tu considères que ta nuit de garde, c'est ton moment de récup parce que du coup tu t'entraînes pas ou que les journées à l'hôpital où tu cours dans tous les sens et bah, c'est une journée de repos, c'est ce que j'ai découvert après coup, quoi. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que sur les gens qui pensent que le trop de sport est pas bon, je dirais que c'est faux, mais je leur dirais plutôt que c'est en fait le manque de progressivité qui est nocif.
parce que ton corps a besoin de s'adapter. Ton corps a besoin de créer ses contraintes, les accepter pour pouvoir monter progressivement. En comparatif, le fameux, c'est la dose qui fait le poison. Si tous les jours tu manges une infime quantité de cyanure, bah en fait, c'est ce qu'on fait un peu les espions russes quand on lit, en tout cas on voit dans les bouquins, les choses comme ça. C'est une façon aussi de s'immuniser. C'est ce qu'on fait avec les vaccins. En fait, on vient exposer les gens à des petites doses de quelque chose pour que derrière l'immunité fasse son taf. Bah en fait, Ça, il faut c'est voir que le sport. le summum de l'antifragilité, pour Exactement. rebondir sur le podcast avec Pierre. Là, Exactement, il prendre sera un petit content peu de qu'on en parle cyanure en tous les plus. jours, on est au top du. C'est ça. Et donc du coup, c'est ça, c'est de se dire, mais en fait, oui, OK, d'accord, tu vas faire du sport et tu prends le risque de te faire des déchirures, de tomber, de te faire mal, peut-être avoir des douleurs que tu avais pas forcément avant. Mais est-ce que c'est pas pire de ne rien faire? C'est par rapport à en fait, ça dépend de ton point de comparaison. C'est et oui, le sport, de haut niveau, ce n'est pas du sport santé. Ça, c'est acté. D'ailleurs, tous les Quatre, sportifs de haut je niveau le pense disent que tout le très monde est bien. d'accord. Anthony Berthoud, que j'apprécie énormément, en plus, l'explique très bien d'un point de vue nutritionnel. Mais en fait, ça représente un certain pourcentage de la population. Là, on part simplement aussi de faire des fois le distinguo entre activité physique et sport. Aller faire, de la randonnée le week-end sans objectif particulier sportif et sur la semaine de faire du renforcement pour avoir des quads suffisamment musclés, parce qu'on sait que c'est important d'un point de vue vieillissement et d'un point de vue aussi, cardiovasculaire et longévité j'arrive pas à le dire. Heu, vous comprendrez. Et ben, en fait, ça, c'est autre chose que d'aller à la salle et de vouloir à tout prix être bodybuildé, être le plus, énorme possible. Voilà, faut tout remettre un petit peu en relation sur l'objectif final et qu'est-ce qu'on met derrière le mot sport. OK. Et ça t'arrive, toi, de faire justement ce genre de recommandations, parce qu'on n'a pas trop en tout cas, pour ce qui est médecine de ville, je trouve qu'on n'est pas trop dans la prévention, on est dans le curatif. Jamais, enfin, ou alors très rare, tu vas voir ton médecin quand tout va bien, à part si c'est pour demander un certificat médical, mais dans ce cas-là, tu es déjà un public entre guillemets averti. Mais on n'a pas, tu vois, je rebondis un peu sur ce que tu disais dans ton émission avec Pierre, on n'a pas, quand tout va bien, en fait, on fait rien, et c'est peut-être à ce moment-là que justement, il faut mettre en place des choses qui vont être préventives pour éviter de devoir aller chez le médecin une fois que tout est cassé. C'est un peu aussi peut-être le jusqu'ici tout va bien, mais alors que la machine se dégrade petit à petit. Est-ce que tu as des actions un peu préventives avec tes patients, justement sur le mode de vie, sur préconiser du sport, préconiser la meilleure alimentation, autre que prescrire des doses d'anti-inflammatoires, prescrire, c'est peut-être pas plus à ton niveau, mais des antidépresseurs quand il y a un petit coup morose. Est-ce que vous avez, en tout cas, toi et tes collègues, des actions comme ça? Je dirais pas assez. Si je dois être honnête, je dirais Ouais, pas assez. Parce que sur les urgences, c'est pas toujours malheureusement le ouais. lieu et l'endroit Là, pour. c'est déjà, ça va mal, mais trop déjà. Donc, C'est ça, c'est soit ça va très mal, soit à l'inverse, on vient plutôt rassurer les gens sur le fait que ça va pas si mal. Mais on n'a pas il y a un vrai manque de temps. Il y a un vrai manque de temps pour échanger avec le patient et lui dire: «Bah, écoutez, vous avez une douleur abdominale, les examens, le scanner, la prise de sang est rassurante». Mais en fait, la médecine actuelle, elle va leur dire quoi? «Bah, vous avez rien, vous allez pouvoir rentrer, tenez, prenez ce médicament, ça va vous soulager». Alors qu'en fait, il faudrait avoir un temps dédié pour leur dire: «Bah, écoutez, peut-être que maintenant, du coup, maintenant qu'on a éliminé le grave, on va se pencher sur votre alimentation, sur comment va votre microbiote, on va se pencher sur votre sommeil, on va se pencher sur votre anxiété». Et en fait, tu aurais tous ces trucs-là à creuser. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais développer sur les années à venir et justement, soit avoir de la consultation dédiée, soit de l'éducation aussi dédiée, pour justement faire ce pont entre les 2 mondes. Parce que les 2 sont complémentaires et j'essaie de me battre un petit peu pour ça, pour dire qu'on a besoin de la médecine allopathique telle qu'elle est aujourd'hui, mais on a aussi besoin de remettre du bon sens dans tout ça. De se dire qu'en fait, je pense sincèrement, limite chaque ordonnance de médecin devrait avoir écrit en bas, «Pensez à manger correctement, voici quelques indications, pensez à bouger suffisamment et à lutter contre la sédentarité» et cetera. Tu vois, je prends souvent l'exemple de l'infarctus. L'aspirine, le Cardégique, qui est le médicament qui va fluidifier le sang, qui fait en sorte que ce stent, ce ressort, va pas se thromboser, va pas se boucher. C'est, le médicament qu'on met, systématiquement après un infarctus. Mais en fait, il y a le même grade de recommandation pour l'activité physique après un infarctus que pour ce médicament. J'ai travaillé pendant 6 mois aux soins intensifs de cardiologie. Pas une seule fois on m'a appris à prescrire de l'activité physique. ouais. Et c'est là en fait le vrai problème, c'est qu'il y a un problème de la part des médecins et des soignants qui prennent pas le temps de sensibiliser les gens, mais il y a aussi un problème aussi des patients qui ont pas envie. Qui ont pas envie parce que, bah, en fait, tu vous me proposez une autre solution miracle qui est de prendre 4 comprimés tous les jours et j'ai pas besoin de changer mon mode de vie, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Il y a ce nivellement un peu vers le bas.
Et du coup, c'est un peu ça la friction. C'est là la vraie difficulté, elle est là. C'est de se dire, comment est-ce qu'on arrive à allier le meilleur des 2 mondes, où les gens vont reprendre leur santé en main et pour autant le soignant va aussi encourager les gens à faire ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie responsabilité personnelle forcément. Je fais le parallèle avec la vitamine D, tu vois. Les médecins, ils prescrivent potentiellement des grosses gélules de vitamine D qui, bah, on s'aperçoit que c'est pas forcément utile de tout prendre d'un coup parce que tu stockes pas au-delà d'un certain seuil. Enfin, les 300 000 tu les stockes pas en tout cas. C'est même peut-être mauvais d'en prendre autant d'un coup plutôt que prendre une gélule tous les jours, sauf qu'on sait très bien que si on dit ça aux personnes, prends une pilule tous les jours de vitamine D, ça va durer une semaine, 2 semaines tout au mieux, au final on va l'oublier. On va se retrouver avec une population carencée ou encore plus ou pas qu'aujourd'hui en vitamine D, mais en tout cas il y a cette responsabilité à avoir et je pense que c'est mutuel, tu vois, d'être capable de faire confiance aux patients, mais que les patients soient aussi autoresponsables et pas attendre du tout cuit, pas attendre, comme tu dis, un cachet d'aspirine, c'est plus simple que faire du sport. Euh, les psys et les antidépresseurs, c'est plus simple, alors que le sport, c'est aussi, ça marche aussi bien qu'un antidépresseur pour une dépression qui est jusqu'à moyenne, tu vois. Donc, il y a vraiment aussi cette conscience à avoir qu'il n'y a pas toujours la pilule miracle et qu'on peut se détacher un peu de tout ça. En plus, ça prend plus de temps, donc c'est, moins rentable d'autant plus de ce côté-là, donc c'est un énorme cercle vicieux. Et en plus, je souriais parce que tu parlais de la vitamine D, prescrite par le médecin, mais déjà quand elle est prescrite et je suis pas sûr qu'un médecin sur 2 vienne prescrire de la vitamine D l'hiver pour ses patients ou autres, et là-dessus, c'est aussi, typiquement la vitamine D, je pense que ça devrait être essentiel, l'hiver, comme tu dis, prendre ces, 2 à 4 000 unités tous les jours, c'est un vrai game changer pour Ouais, et déjà là, on t'en choque plus d'un à dire 2 à 4 000. À part si tu regardes vraiment, tu cherches de la vitamine D avec 5 000 UI ou 4 000 UI, la plupart c'est sous-dosé ou alors ça va être les mêmes gouttes que tu donnes à un nouveau-né, et on va dire prends-en 10 au lieu d'en prendre 3. Au final, c'est pas le lait, c'est marqué riche en vitamine D, sauf que tu as 1 microgramme, enfin, c'est complètement un non-sens là-dessus. Je reviens aussi sur tout ce côté un peu prise de recul que tu as par rapport à la médecine. Et je sais que tu pratiques l'hypnose et que tu essayes en tout cas de l'apporter dans ton quotidien en tant que soignant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? ah bah là, si tu me lances sur l'hypnose, le podcast ça fait 1 heure, là on est reparti pour 1 heure, mais on va essayer de faire, C'est faire court. limité. En fait, moi je viens, du monde médical très, terre à terre, très cartésien où, ma conviction initialement sur l'hypnose, c'est que c'était du fake, c'était des acteurs, c'était, on faisait semblant et que ça avait absolument rien d'efficace. Et un jour, j'ai la chance de me retrouver à un spectacle d'hypnose et avec mes fameux, les doigts qui se collent là. Et je me suis dit: «Cool», je me suis retrouvé sur scène, je me suis dit: «Bah, je vais pouvoir me faire mon propre avis» parce que j'en entendais déjà un peu parler en médecine d'urgence, des fois pour les gestes douloureux, mais j'avais pas de voilà, j'aime bien vivre les choses par moi-même, tester et pour me faire mon opinion en plus de ce que je peux lire. Et donc je me retrouve sur scène et il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent, pas du tout. Mais je me retrouve quand même, complètement, rigide comme une barre entre 2 tréteaux et un mec de 100 kilos qui monte dessus et j'ai tenu, j'ai l'impression que c'était une bouteille d'eau, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on me l'avait présenté, sur la suggestion hypnotique et je me suis dit: «Waouh, mais en fait, si moi, je pouvais endormir comme ça en quelques secondes, mes patients, pour les gestes douloureux, ça serait incroyable». Donc je suis allé me former d'abord paradoxalement en hypnose de spectacle, justement pour ces inductions rapides et après je me suis formé en hypnose, thérapeutique et en douleur aiguë Mhm. et maintenant c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement et je me souviens la première fois que je l'ai utilisé, parce que tu sors de la théorie, tu te dis, «Ah, c'est cool» mais quand même tu as toujours ce petit doute, tu te dis: «Quand même vraiment est-ce que ça va marcher?» Et je me souviens de cette femme sur une prise en charge en SAMU, il y a une fracture luxation de cheville, donc la cheville, il faut vraiment l'imaginer à bien 90, alors quasiment, sur le côté. Et la première chose qu'elle nous disait, c'est: «Ah non, mais moi je veux pas de médicaments, je veux pas de perfusion, je suis contre tout ça». Bingo, le patient test. C'est ça. Et là, j'ai l'infirmière avec qui j'étais qui se tourne vers moi, qui me dit: «JB, tu veux pas essayer ton truc là que tu nous as fait à la soirée de service où tu avais collé tout le monde par terre, ça peut pas marcher là ton hypnose?» Je fais: «Ah bah si, on va essayer quoi». Et là, je me lance, j'étais jeune médecin et en fait, je lui ai réduit sa cheville sous hypnose, donc je l'ai remise dans l'axe, j'ai tiré dessus, j'ai tout remis dans l'axe. Elle a pas dit grand chose, la dame. Et quand je l'ai réveillée, entre guillemets, pour reprendre un peu les termes habituels des gens, elle m'a dit «Ah, mais vous avez fini?» «Ah, bah, j'ai rien senti, ça s'est super bien passé». Et là, j'ai mon cerveau qui a implosé. Je me suis dit: «Mais attends,
j'aurais pu lui mettre des doses de kétamine pas possible, devoir la surveiller pendant 2 heures derrière pour remettre sa cheville et là, en fait, juste avec le pouvoir des mots, pouvoir de l'intention, bah, en fait, pour elle, ça a été confortable, quoi. Et donc j'ai continué à me former là-dessus, à creuser et moi maintenant, voilà, j'essaye au maximum de m'en servir quand je suis au SAMU, quand je suis aux urgences pour les gestes douloureux ou même des fois pour, accompagner des gens au bloc opératoire sur de l'anxiété, sur certaines phobies et j'essaye vraiment de démocratiser au mieux l'hypnose au point de vue aussi des soignants. Parce que c'est souvent les plus réticents alors que c'est eux qui devraient encourager aussi les patients là-dedans. Et donc du coup, j'essaie de placer mon curseur, entre l'hypnose de spectacle à la Mesmer qui est spectaculaire, sans tomber dans le loufoque, dans le ridicule où on vient se moquer des gens parce que c'est pas le but. Parce que moi, je veux vraiment avoir un message qui se veut éthique, bienveillant et pédagogique. Et sur l'aspect thérapeutique, mais qui est pas toujours très spectaculaire à regarder. Quand tu as quelqu'un allongé, les yeux fermés, tu sais pas trop ce qui se passe, tu dis ouais, je sais pas vraiment si ça marche son truc, quoi. Donc vraiment réussir à se situer entre les deux. Et donc voilà, je fais ce qu'on appelle les hypnoconférences, où le but c'est vraiment de faire cette lisière entre l'aspect visuel du spectacle et l'aspect pédagogique et thérapeutique qui va aussi avec. Ok, trop bien. Et c'est bien accueilli au sein de ton service. Enfin, je veux dire, l'hôpital laisse, croit en ça, laisse, t'es pas bridé par son chef de service, des choses comme ça qui se disent, bon, arrête un peu. Enfin, au début, en tout cas, arrête tes conneries, fais pas ça, si. T'as eu un peu ça? Et ben, j'ai la chance, là où je travaille actuellement, ils sont assez ouverts à tout ça. Il y a déjà un module de ce qu'on appelle de communication thérapeutique, qui est en fait un peu d'hypnose conversationnelle pour faire simple. Donc non, j'essaie vraiment de faire bouger les choses là-dessus. On commence à me donner de plus en plus de place et de possibilités là-dedans. Le mot spectacle fait toujours un petit peu peur parce que du coup, les gens l'associent justement à l'aspect très distrayant, très des Clownesque, ouais. fois un petit peu loufoque et c'est ça qui pose souci. Alors qu'en fait, les outils d'endormir quelqu'un comme ça en quelques secondes et là on pourrait voir sur le montage vidéo si je peux t'envoyer des vidéos pour que les gens ça leur parle. Mais c'est des choses en fait qui sont visuellement impressionnantes et derrière en fait tu peux travailler en soin et t'es pas obligé de passer par là forcément. Donc j'arrive à avoir de plus en plus de place et vraiment cette volonté de venir démocratiser ça parce que c'est pas une panacée, c'est pas quelque chose qui va guérir tous les maux, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, même si tout le monde est parfaitement réceptif et on est tous rentrés dans des états de transe hypnotique, mais ça permet vraiment de soulager certaines personnes. Maintenant, j'aime à dire, une luxation d'épaule, ça me prend 40 minutes. Il a eu ces deux radios, sa réduction sous hypnose, et j'ai pas besoin de le surveiller pendant 2 heures, alors que quand je lui mets la dose de médicaments, ça prend généralement plutôt 3 heures pour faire tout ça, quoi. Ok, donc Donc t'as un c'est réel gain de temps au niveau de ton service aussi. de gain de temps pour le service et même de confort pour le patient, parce que du coup, les gens passent un bon moment, ils découvrent quelque chose des fois de nouveau, ou à l'inverse, ils réalisent les capacités qu'ils ont, le pouvoir de leur esprit. Et même moi, d'un point de vue soignant, j'ai l'impression d'être beaucoup moins traumatisant, de retrouver en fait le mot soin, celui de prendre soin de l'autre, celui d'être accessible, celui d'être avec le patient, en fait, de faire ça Pas avec simplement lui. un administrateur. Exactement. Et tu retrouves des sourires, des merci, et ça, voilà, c'est pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens d'un point de vue soin. Ok, ok. Et c'est bien accueilli par les patients aussi? Ou t'en as qui t'envoient balader? Oh, t'en as qui t'envoient balader parce qu'ils disent ah là, mais votre truc, ça marche pas sur moi, ça sert à rien d'essayer. Et t'as aussi certaines réticences, hein, parce que soit c'est de la crainte par rapport à ce qu'ils ont pu voir sur les réseaux, les ci, les là, où il y a ce mythe qu'on peut nous faire faire n'importe quoi sous hypnose, et ça, c'est pas vrai. Il faut voir l'hypnose des fois un petit peu comme l'alcool, ça peut désinhiber. Mais après, ça dépend un peu du contexte et de la personne aussi en face. Donc c'est pour ça que moi, quand j'en fais, je pose vraiment le cadre médical, le cadre éthique, le cadre de sécurité. Et c'est aussi cette volonté. Mais du coup, forcément, t'en as qui veulent pas forcément ou d'autres qui commencent à se prendre au jeu et ils se disent ah non, non, mais je veux pas. Mais Ok. c'est à moi d'être suffisamment convaincant pour leur dire mais écoutez, moi, il n'y a pas de souci parce que le but, si c'est inconfortable pour vous, douloureux ou autre, bien sûr qu'on va mettre les médicaments qu'il faut parce que le but, c'est pas tomber dans un excès inverse et de ne jurer que par ça et oublier le confort du patient. Devenir dogmatique sur Exactement l'hypnose. dans l'autre sens, mais de le voir vraiment comme un outil essentiel, quoi. Ok, ok, super. Et toi, c'est quoi ta vision sur ça? Enfin, tu penses que ça pourrait être emmené à quel niveau? Ton, t'aimerais en tout cas développer ça comment dans la partie médicale? Voilà, à court et moyen terme, ça serait déjà réussir à avoir une consultation d'hypnose sur l'hôpital où je travaille pour justement et préparer les gens à certaines chirurgies ou les IRM, par exemple, l'appréhension d'être dans ce tunnel ou venir Hmm. les accompagner au bloc. Ouais, Mais surtout, venir en fait, à long terme, ça serait de réussir à avoir cette double casquette et de médecin et de praticien en hypnose pour venir sensibiliser les gens sur
l'importance de ce discours interne sur les capacités de ce cerveau et à quel point en fait on peut faire des choses extraordinaires quand on y met l'intention. Moi, quelque chose que j'adore faire en conférence, c'est tu prends quelqu'un qui sait pas faire de pompe, qui sans hypnose fait 2 pompes et qui sous hypnose est capable de faire 15 pompes. Et tu vois, juste ça, de se dire, mais en fait, vous êtes capable de beaucoup plus. Le discours que vous allez vous répéter tous les matins en vous levant, ça a une importance. De se dire que quand on vous dit qu'il n'y a rien, que c'est dans votre tête, c'est peut-être au contraire, c'est là que du coup, c'est génial, c'est là qu'il faut venir travailler. Parce que du coup, la médecine moderne a pu éliminer tout ce qui est grave, tout ce qui pourrait être traité tout de suite. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à travailler. Dire la douleur, faut pas oublier que c'est qu'une information en soi, la douleur. C'est un récepteur qui remonte le long d'un petit câble électrique qui va être interprété dans votre cerveau comme une douleur. Mais en fait, si au niveau du cerveau, on vient coupler ça et l'interprétation comme une douleur, derrière, on peut faire des choses extraordinaires. Ok, super intéressant, mais c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai l'impression qui est déjà un peu... On, on a tendance à y croire, en tout cas au niveau médical, de manière générale, pour tout ce qui est addiction, addictologie. Et l'amener justement sur rien que gérer le stress d'un événement médical, d'un IRM, c'est vrai que c'est pas non plus un grand pas à faire, en tout cas au sein d'un service, que tu vas de pouvoir proposer ça. Donc déjà ça dans un premier temps c'est cool. Et comme tu disais, bah, pratiquer des actes légers ou plus ou moins légers, jusqu'à même pourquoi pas plus si ça fonctionne, tu vois, là sur des points de suture, des choses comme ça, et que ça fait en plus gagner du temps sur le service, que ça fait gagner du temps aux praticiens, aux soignants, pour justement pouvoir accueillir. En ce moment, on est dans justement la surpopulation des urgences, etc. Enfin, c'est ton quotidien, j'imagine. Donc, si tu as un gain de temps, une solution qui fonctionne, qui est moins invasive que des médicaments, c'est go, quoi, normalement. Et voilà, c'est ça. Mais il faut réussir à changer aussi les croyances du ah non, mais ça marche pas, on n'y croit pas, quoi. Donc c'est aussi un petit peu ce défi de venir changer la vision de l'hypnose par rapport aux soignants, quoi. Ok, ok. Et tu penses que tu vas y arriver? Bon, en tout cas, je fais tout pour. Je fais tout pour et je pense que je suis sur la bonne voie et je suis aussi bien entouré. J'en discute régulièrement avec certains. Et là, j'ai projet là sur 2026 de mener une petite étude pour voir à quel point en fait ça va venir apporter des choses en plus pour le patient et pour les soignants. Ok, trop bien. T'as des anecdotes sur des interventions comme ça, autres que la cheville? Parce qu'on pourrait se dire, tu vois, pour les personnes les plus réticentes, ouais, mais la cheville était tellement chaude que au final, elle a pas senti, tu vois. Est-ce que t'as des anecdotes comme ça pour ancrer J'en un peu plus ce que tu fais? j'en aurais plein et des plus ou moins drôles, mais là tu parlais de points de suture et bah, d'ailleurs j'ai la vidéo de ce jeune qui a accepté qu'on le filme pendant. En fait, il s'était fait une plaie au niveau de la racine du nez et du front. Et il faut savoir que les plaies du visage, si tu veux qu'elles soient les plus esthétiques possibles, il faut vraiment réussir à mettre les tissus vraiment en face. Parce que bah, sur les contractions, ça fait certaines rides, et du coup, si tu as une cicatrice au milieu, ça va pas bouger forcément de la même façon si tu pas bien remis les tissus. Faut Et pas quand on bouger met... pendant le acte, quoi. Alors, c'est même pas forcément pendant l'acte, c'est aussi par rapport à au fait que quand tu injectes de l'anesthésiant cutané, de la lidocaïne, ça va venir faire gonfler un petit peu les tissus. Donc tu vas Ok. perdre un petit peu certains repères. Et du coup, voilà, je crois, il avait 20 ans. Les jeunes sont souvent plus ouverts à tout ça. Et pour le coup, on en avait vraiment discuté librement. Il me dit, ah ben ouais, pourquoi pas, moi ça me dit bien. Et il était grimpeur et lagueur. Et du coup, il me dit, je lui demande donc parce que voilà, tu leur demandes un petit peu dans quelle image mentale qu'ils ont envie de vivre. Donc en fait, on est parti sur une hypnose où je l'ai accompagné en train de monter un séquoia sur un lever de soleil. Et en fait, à chaque fois que je le piquais, je lui disais, bah là, il y a une branche qui vient t'embêter pendant ta montée. Et à un moment, il s'est mis à saigner un petit peu. Je lui dis, bah en fait, tu montes tellement vite que tu te mets à transpirer aussi. Et je l'accompagnais, donc tu vois, le soleil qui est en train de se lever, voilà, je lui avais fait toute son hypnose en même temps que je faisais les points de suture. Et quand je l'ai ramené à l'état de conscience du ici et maintenant, la première chose qu'il m'a dit, c'est: «Oh là là, mais c'était magnifique ce lever de soleil, mais oh, il y a des branches qui m'ont embêté à la montée». Et tu vois, c'est de se dire: «Mais en fait, pour moi, ça, c'était tellement gagné». Parce qu'en fait, il a vécu le moment tellement intensément que oui, il sentait les points de suture parce que j'ai juste transformé la sensation. Mais en fait, pour lui, c'était un moment tellement agréable que ça s'est super bien passé. Et derrière, il était trop content, il m'a remercié plein de fois, c'est pour ça qu'il m'a autorisé aussi à conserver cette vidéo derrière et de se dire: «Bah, voilà, en fait, ça, il va avoir une cicatrice potentiellement plus jolie, le vécu du patient est extraordinaire et moi, en tant que soignant, mais j'étais trop heureux».
J'étais vraiment trop Ouais, heureux. tu l'impression d'avoir, des super pouvoirs. C'est ça. Ou une autre anecdote que j'ai en tête là, qui en fera peut-être rire certains qui sont, un peu dans le domaine, et médical et hypnose. Faut savoir quand tu fais de l'hypnose, tu pars aussi toi en tant que praticien un peu en transe avec la personne. Et j'ai le souvenir de mon interne qui vient me chercher, qui me dit: «Écoute, on a une fracture du poignet à réduire, mais on a déjà mis, plus de 20 minutes pour essayer de lui mettre le cathéter pour faire la prise de sang. Il a une phobie totale des aiguilles et nous, ce qu'on fait où je travaille pour les fractures du poignet, on fait ce qu'on appelle de l'intrafocal. Donc en fait, on va faire une piqûre dans le foyer de fracture, donc vraiment, au niveau du foyer de fracture du poignet, pour faire l'anesthésie sur le poignet, pour après venir tirer sur le poignet et le réaxer». Donc je te laisse imaginer quand tu arrives avec une aiguille Mmh. de quelques centimètres, voire, 5 à 10 centimètres et avec le patient, c'était la panique totale. En fait, sous hypnose, on s'est permis de du coup de faire cette injection et ça met 15 minutes à faire effet normalement. Et moi, j'étais tellement dans mon truc que j'ai accompagné le patient et je fais signe à mon interne qui venait de faire l'injection, mais 10 secondes avant. Je lui dis: «Mais vas-y, tu peux réduire le poignet». Et du coup, il me regarde, je dis: «Mais vas-y, réduis-le, il y a pas de souci, le patient il est bien, tu as fait l'anesthésie et cetera». Donc il lui a réduit le poignet, le patient a pas vraiment bronché et on sort du box, il me regarde, il me dit: «Mais ça met pas 15 minutes à faire effet la lido en intrafocale normalement?» Je lui dis: «Ah mais merde, en fait, j'étais tellement dans mon truc que j'ai complètement oublié d'attendre». Donc c'était presque une erreur professionnelle de ma part. Mais en fait, le patient derrière, quand on est retourné le voir, comment ça s'est passé? «Ah bah, c'est super bien passé, j'ai rien senti». En fait, pour moi, c'est voilà, c'était vraiment, un effet de circonstance où je me suis dit: «Mais ouais, c'est génial». OK, super intéressant. Du coup, faudrait, trouver le moyen de contrôler ça au cas où, mais c'est ouf que rien que le fait d'emmener quelqu'un, ça puisse, contrecarrer des douleurs comme ça sans qu'ils sentent rien, sans que c'est C'est vrai qu'on dit souvent que la douleur, c'est une perception, mais du coup, c'est d'autant plus vrai si tu arrives bien sûr. à la décaler, enfin, la diriger, l'annuler, c'est hyper intéressant. C'est venir faire hyper focaliser sur autre chose, venir «distraire» entre guillemets la personne pendant. Et tu vois, tu parles d'accompagner quelqu'un, j'ai un autre patient qui me vient en tête vu que tu m'as lancé sur les anecdotes, luxation d'épaule. Je fais venir, l'interne, l'infirmière, l'aide-soignante, tout le monde voulait voir un petit peu comment ça se passait sous hypnose. Le patient d'accord, je me dis: «Ah bah génial, ça va être cool». Pour moi, le patient n'est jamais parti en hypnose, il est jamais parti en transe et c'était un échec. Donc je suis sorti du box en leur disant: «Bah vous voyez, on a réduit l'épaule, à un moment j'ai même failli arrêter pour passer plutôt sur des médicaments en intraveineuse» et je leur ai dit: «Bah ouais, comme quoi l'hypnose ça marche pas tout le temps et c'est pas forcément pour tout le monde» et du coup, c'est aussi une belle remise en question. Et l'anecdote, c'est qu'après, je suis retourné voir le patient, j'ai voulu en discuter avec lui, lui dire: «Bah, comment ça s'est passé pour vous?» Le patient me dit: «Oh, ça s'est super bien passé. Par rapport à la première fois, c'était beaucoup plus confortable. Franchement, ça allait plus vite. Ah là, je me suis senti beaucoup mieux». Donc c'est dingue. Parce que pour moi, hypnotiquement parlant, il n'y avait pas de signe de transe hypnotique. Mais en fait, juste d'avoir été accompagné avec quelqu'un qui était auprès de lui, qui lui parlait, qui l'aidait à se relâcher, à se détendre, bah, en fait, son vécu du patient était bien meilleur. Et juste ça, je me suis dit: «Mais en fait, on a tout faux. Incroyable, C'est ouais, important de l'humain, quoi». incroyable. Mais c'est pas compliqué ça justement, je rebondis sur ça. Quand tu t'inities à l'hypnose, de savoir si c'est toi qui hypnotises mal ou si c'est la personne qui est pas réceptive. Ah, c'est un très juste débat. Et ben c'est là, c'est ma position, qui n'engage que moi, que l'intérêt de l'hypnose de spectacle, c'est que ça permet de donner cette confiance. Ça permet de donner cette confiance, de se dire: «Si en fait, en quelques secondes, je suis capable de sélectionner, on va dire, allez, une salle de 100 personnes, d'en sélectionner 30 qui sont très réceptifs» et bah, du coup, avec mon patient, tu sais quand te remettre en cause toi, tu sais quand te dire que, bah, simplement, il a pas accepté de se laisser aller. Donc il y a aussi une grosse partie aussi de confiance en soi et de réussir à faire la part des choses. Mais c'est aussi un petit peu ce qui rend la chose intéressante de se dire: «Est-ce que j'ai pas réussi suffisamment à mettre la patiente ou le patient dans un contexte sécuritaire et de confiance pour qu'il accepte de lâcher prise? Ou est-ce que, c'est moi qui dis des choses qui étaient pas adaptées?» Du coup, c'est intéressant d'en discuter avec eux. Ou est-ce que c'est simplement que la personne n'avait pas envie? Parce qu'on peut pas induire quelqu'un dans un état de transe hypnotique si cette personne ne veut pas. D'accord? C'est vraiment, ça se fait avec le consentement de la personne. C'est pareil, il faut oublier les films à l'américaine où la personne, vous la croisez dans la rue et paf, elle vous endort. Ce n'est pas possible. Ok, ok. Ouais, ça c'est un peu l'aspect film, cinéma. C'est ça. Ok, ok, En fait, super. techniquement parlant, on peut le faire sur quelqu'un qu'on a déjà endormi en hypnose et si on a sa permissivité. Si la personne en amont a dit: «Non, mais je suis sûr que tu peux me rendormir». Ok. Et tu parles vraiment d'endormir? Enfin, je veux dire, c'est un état second ou comment ça se passe pour le patient, lui, qu'est-ce qu'il vit?
Non, et je te remercie pour la question. Là, c'est vraiment pour être sur le terme un petit peu populaire où on pense qu'on dort. Alors, en fait, sous hypnose, on ne dort pas. On est conscient, on entend tout ce qui se passe, on se souvient aussi de ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup le décrire comme après une grosse journée de travail, quand tu t'allonges sur ton lit et que tu as ce moment où tu as l'impression un peu de flotter au-dessus de ton matelas. Ce moment où tu as l'impression qu'il n'y a plus un seul bruit et que tu es détendu, tu es à l'intérieur de toi, comme si le temps s'arrêtait. En fait, on est un peu dans cet état quand on est sous hypnose. Il y en a certains qui disent qu'on peut parler un peu de sommeil paradoxal parce qu'on a ce qu'on appelle les REM, les Et Rapid Eye rapide Movement, les paupières qui papillonnent. Certains disent qu'on rentre dans un sommeil θ ou dans du 13 Hertz. Tout le monde n'est pas encore forcément d'accord, mais en fait, globalement, ce qu'on voit en IRM au niveau de l'activité cérébrale, c'est que le moi, ici, maintenant, l'état de conscience critique va venir s'éteindre en partie, et l'imaginaire, la rêverie, ouais, tous ces sens un petit peu qu'on a aussi pendant le sommeil vont venir s'activer beaucoup plus. Mais en réalité, on ne dort pas sous hypnose et on se souvient de tout ce qui se passe. Ok, ok, intéressant le fait de justement se souvenir entièrement de ce qui se passe. Ouais. Ça peut déjà rassurer certaines personnes et puis ça permet de mieux comprendre aussi l'état dans lequel tu te situes. C'est ça. Et en plus, c'est le but. C'est le but parce que qui de mieux qu'une personne qui a connu cet état d'hypnose peut en parler par la suite. Ouais, pas l'hypnotiseur certainement, mais justement ces feedbacks patients. J'imagine bien justement le gars qui rentre chez lui, tiens, je me suis fait recoudre en hypnose et qui raconte ça à ses amis. C'est un bon truc en plus à vivre, à raconter, et ça ouvre une porte en tout cas sur une alternative aux médicaments, et c'est super intéressant. Et c'est une super initiative de ta part que d'être moteur en tout cas dans ça au sein de ton centre hospitalier. Super comme détour en tout cas, comme détour un peu sur le côté hypnotique. Euh, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. On a fait le tour de pas mal de sujets hyper intéressants. Rajouter plus, ça serait bourrer des cerveaux et diluer en tout cas la compréhension de l'épisode. Est-ce qu'il y a néanmoins des choses sur lesquelles tu aurais aimé complémenter, sur lesquelles on n'est pas un petit apport ou un sujet que tu aimerais bien mettre en ouverture et que je trouve primordial, intéressant à aborder? Et ben, si je dois être honnête avec toi, je suis très heureux de ce podcast parce que on est passé par un peu tous les sujets qui me passionnent, c'est-à-dire l'hypnose, la sédentarité, l'alimentation, cette médecine, tout ça que je mets en fait dans ce que j'appelle la médecine du bon sens et que j'aime présenter, que ça soit en conférence, que ça soit en atelier, que ça soit sur de l'enseignement. Et donc je trouve qu'on a fait un joli petit tour. J'espère que les gens ils auront apprécié, que ça leur donnera un petit peu source de réflexion et qu'ils n'hésitent pas à revenir vers moi s'ils ont d'autres questions. C'est avec grand grand plaisir. Top. Ouais, justement, où est-ce qu'on peut revenir vers toi? Bah, les réseaux Pas à sociaux, la hein, porte des urgences. C'est- à la porte des urgences, hésitez pas à dire: «Ah mais, je t'ai vu dans le podcast Super Normal avec Julien, c'est toi» et cetera. Non, on peut me retrouver, sur Instagram, jb.bourgeois, pareil sur LinkedIn. J'ai une chronique de santé, maintenant de 5 à 10 minutes dans une émission, sur une chaîne locale sur TV8 Mont-Blanc dans Ici c'est pas Paris. Mais principalement les réseaux sociaux, c'est le plus simple, pour me retrouver de ce côté-là. Ok, mais je mettrai tous les liens en description, comme ça sera plus simple de te retrouver. Et puis si justement il y a des gens qui veulent creuser un peu le sujet avec toi ou autre, je les invite à se diriger sur tes réseaux. Bah, avec grand plaisir. Merci pour ton temps. C'était un échange que j'ai moi-même vraiment apprécié parce qu'on a divagué un peu, mais toujours en ayant un lien de connexion entre les différents sujets, donc c'était hyper intéressant, et d'autant plus que c'est des sujets qui te passionnent, et on le sent vraiment, donc je pense que tu transpires un peu chez les auditeurs, et ça va donner envie d'écouter jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est hyper intéressant, merci de ton temps, merci de la qualité de tes réponses, c'était top. Et bah, je te remercie aussi pour ton podcast qui, comme on disait en introduction en off, justement vient remettre un peu l'église au milieu du village pour se dire qu'on est capable de changer de vie, de changer de mode de vie, d'améliorer sa santé sans tomber dans des excès où en fait il faut être millionnaire et investir tout son temps là-dessus et rendre justement donner ses petits hacks un petit peu pour la vie de tous les jours. Et j'en profite aussi pour remercier 360 Prod qui Carrément. justement a rendu ce décor derrière moi possible et la L'invité a qualité. un plus beau setup que l'hôte. C'est ça. Et au plaisir justement de faire éventuellement, pourquoi pas, un deuxième épisode en physique ensemble. Ça sera l'occasion quand tu viendras visiter notre belle région. Carrément, je te mettrai un message si c'est le cas en tout cas. Avec grand plaisir. Super. Hop.
L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que ça t'a apporté un maximum de valeur sur tous les sujets qu'on a abordés. Si tu te retrouves en tout cas dans justement la sédentarité, si tu as fait ce constat en écoutant l'épisode en te disant c'est vrai que mes journées sont un peu monotones, un peu plates en termes d'activité physique, si tu te retrouves dans certains mythes, si tu as déjà cru au fait que la viande rouge c'était absolument mauvais pour la santé, que les œufs ça donnait du cholestérol, si ça t'a aidé en tout cas à y voir plus clair sur comment aussi ces mythes naissent du fait de reprendre des études un peu épidémiologiques, de les analyser d'une façon très linéaire et sans contraste, puis de répandre ça à la population. J'espère aussi que la partie sur l'hypnose t'a un peu ouvert l'esprit sur l'aspect que ça peut avoir, sur la mise en place qu'on pourrait lui accorder dans le corps médical. Si tout ça t'a plu, je t'invite à mettre une note de 5 étoiles sur l'épisode ou un j'aime en fonction de la plateforme sur laquelle t'écoutes. Tu peux aussi le partager à un ami pour lui ouvrir un peu l'esprit sur justement tous les sujets qu'on a abordés. Si tu veux te rapprocher de JB, aller un peu plus loin avec lui, je te mets le lien de ses réseaux sociaux et tous les autres liens qu'on a abordés dans la description de l'épisode, donc tu peux les retrouver facilement et avoir accès à toutes ses ressources. En ce qui me concerne, tu peux également me retrouver sur Instagram, sur le compte dadlift.coaching. J'y partage pas mal de tips au quotidien sur le sport, sur l'alimentation, sur le mode de vie justement, des conseils pour t'adapter, pour rendre tout ça plus simple et t'aider à être en meilleure santé sans devoir tomber dans les extrêmes. Tu peux également réserver un appel gratuit avec moi si tu veux qu'on échange plus en profondeur sur tes objectifs, sur tes contraintes, sur ce qui t'empêche en tout cas de les atteindre, sur pourquoi tu en es dans cette situation. Donc c'est vraiment un moment où je vais essayer de comprendre ton quotidien, je vais essayer de t'apporter quelques réponses, quelques solutions, des clés en tout cas que tu pourras mettre en place dans ton quotidien, mais également t'expliquer comment je fonctionne, comment j'accompagne mes clients, comment je travaille avec des personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes objectifs que toi ou qui ont les mêmes contraintes que toi. C'est un appel qui est totalement gratuit, ça t'engage à rien. Et le but, c'est vraiment de voir s'il y a un match entre nous, si ma façon d'accompagner mes clients peuvent solutionner en tout cas les contraintes auxquelles tu fais face. Et si c'est pas le cas, tu repartiras au moins avec plein de conseils, plein de bon sens à mettre dans ton quotidien. Sur toutes ces belles paroles, je te souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à lundi pour un prochain épisode.